On va mettre à table, on va pouvoir commencer. On déplace. Donc, je vais lister les pouvoirs qui ont été transmis. Solène Confin, ça. Oui, après ça. Ouais. Donc, Solène Confin a donné pouvoir à moi, Gilda Bouffot, Magali Richard à Alexis Bédouin et par mail à 19h, Florian de chez elle à Odile Bertrand. On a 3 pouvoirs et tous présents. Tout le monde peut s'exprimer. C'est ça? Ouais. Donc Pascal s'est proposé pour être secrétaire de séance. S'il y a quelqu'un que ça gêne, qui voulait absolument prendre sa place. C'est bon? Très bien. L'ordre du jour, on vous a proposé de rajouter une décision modificative du budget ville, un peu après la convocation. C'est qu'on n'avait pas encore bien regardé avec le service finance et Margot, 2 imputations qu'on voulait faire. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent qu'on reporte cette délibération qui n'avait pas été mise dans la convocation ou est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK? OK. Donc, on aura 4 délibérations à faire. La première, qui est la subvention aux associations pour l'année 2026. La deuxième, la subvention à la bonne fabrique pour la mise à disposition des locaux. Une troisième, une convention avec le SDIS pour permettre aux agents communaux de pouvoir participer à des formations ou à des interventions. Et donc la quatrième dont je viens de parler, qui est celle de la décision modificative sur le budget. Ensuite, dans les questions diverses, on vous propose d'évoquer le retour sur une réunion qu'il y a eu, notamment avec Jean-Louis sur le PLUI et sur la prochaine modification du PLUI. Ensuite, un point sur le transfert des pouvoirs de police du maire à la métropole. Un autre point sur une participation à un fonds de solidarité métropolitain pour le relogement des occupants du siège de la métropole. Et enfin, un dernier point sur le Grand Sommar. On avait parlé des pisteurs, des pisteurs la dernière fois. On a eu des précisions, donc on voulait les apporter. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points qui doivent être mis à l'ordre du jour? On peut reparler de la reconstruction de la mairie, on n'avait pas mis. Ouais. Éclairage. Éclairage public? On peut les rajouter, ouais. Et le cimetière. Le cimetière. Très bien. On pourra en rajouter en fin de séance si vous voulez, mais au moins on a listé déjà les sujets. On va passer à l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance? Est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation. Du coup, je le mets au voix. Est-ce qu'il y a des avis contre? Il y a des abstentions? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le compte-rendu des décisions du maire qui ont été prises en application de ces délégations, je n'en ai pas pris sur la période qui nous a séparés du dernier conseil. L'éclairage, comment il a été éteint? Je ne sais pas. Aucune idée. C'est un arrêté du maire. Hein. Sinon, il faut le remettre conformément au dernier arrêté. On en parle à la fin? Ouais. Je n'ai pas d'explication. En tout cas, je n'ai pas pris d'arrêté spécifique là-dessus. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou. Je ne sais pas qui a décidé de l'arrêter. Eh bien, je ne sais pas. Je n'avais pas remarqué qu'il était arrêté parce que. Tu l'as remarqué? On en parle à la fin. Oh, ok. Première délibération, subvention 2026 aux associations. Nico, je te laisse la parole. Ouais. Pour présenter. Vas-y. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, merci d'être venus. Mesdames, Messieurs. Voter les subventions communales aux associations pour une commune, c'est soutenir et encourager l'engagement des citoyens, c'est soutenir et encourager la pratique sportive, artistique, culturelle, mais aussi l'activité économique de salariés ou de travailleurs indépendants. Et c'est soutenir et encourager le vivre ensemble à tous les âges de la vie.
Au SAPE en Chartreuse, voter le budget des associations, c'est apporter un soutien essentiel à une cinquantaine d'activités hebdomadaires. Activités sportives liées à la montagne, évidemment, et le biathlon au premier chef. La pratique musicale, instrumentale et vocale, y compris en milieu scolaire. C'est aussi le théâtre d'impro, le jeu de société, la peinture, la poterie, le volley, le self-défense, le body art, le tricot, la couture, le scrabble, 3 ou 4 sortes de yoga, etc., etc. Pour la rentrée 2025, au Forum des associations le 4 septembre, s'ajoutera par exemple le développement d'une offre de rugby pour les enfants à partir de l'école élémentaire. Il y avait déjà la maternelle. Donc à partir de l'école élémentaire, une offre de rugby sera proposée du CP au CM2. Hier étaient présents des représentants de la Fédération française de rugby, du comité local, pour permettre d'homologuer le terrain en dernière catégorie, catégorie E. C'est une catégorie la plus simple, mais pour permettre en fait d'accueillir les enfants sur ce terrain pour la pratique du rugby en toute sécurité. Les associations sapéillardes, et je ne vous l'apprends pas, ont un dynamisme atypique qu'il est indispensable de préserver et d'encourager. Plus de 80 enfants pratiquent le VTT, 296 le biathlon, 160 la musique. C'est 12% des habitants rien que pour la musique du village qui sont inscrits à l'école de musique et en moyenne en France c'est 2%. Demain, il y aura le concert de fin de stage du stage d'ACL où il y a une trentaine de stagiaires comme depuis 20 ans qui viennent d'un peu partout et pas seulement du SAPE. Le festival Sapeti qui vient de s'achever, qui a eu lieu du 5 juillet au 5 juillet, qui a proposé une vingtaine de concerts, d'ateliers, de théâtre avec une programmation qu'une ville de 10 000 habitants nous envierait. Il vous est proposé dans la délibération de renforcer encore ce soutien aux associations conformément aux engagements de campagne de la liste SAPE 2040. Une hausse de 23% par rapport à 2025 pour répondre aux besoins exprimés des associations, mais aussi à des projets spécifiques. Je vais parler des 3 projets spécifiques. Le soutien financier à la fête artisanale du 17 septembre, qui aura plus d'exposants que l'année dernière. Le soutien financier au Summer Biathlon, qui va renaître le 4 octobre prochain, qui s'était arrêté pendant plusieurs années. Et le soutien financier à une résidence artistique d'une artiste poétesse et slameuse en octobre et en mars prochain, qui viendra proposer des ateliers à la fois au sein de l'école, au sein de la bibliothèque, et aussi des soirées ouvertes à tous, où les habitants pourront faire du yoga en poésie, par exemple, ou de la poésie en yoga. Par exemple, il y aura bien d'autres choses. Ce projet est largement soutenu par le département de l'Isère en partenariat avec la Maison de la Poésie Auvergne-Rhône-Alpes. Nous solliciterons à nouveau une délibération du conseil municipal en septembre pour la signature d'une convention d'objectifs avec ACL, l'école de musique. Puis en octobre, pour soutenir AE. De presque 200 années, soutenir AEP à proposer du tarif. Conformément là aussi à nos engagements de notre campagne électorale. Au-delà d'un budget annuel, il s'agit aussi d'initier un accompagnement durable pour le plus grand nombre et notamment les habitants et habitantes qui pourraient encore se sentir éloignés de cette proposition associative si extraordinaire. Je vous remercie. Et je vous propose de mettre au vote, sauf s'il y a des questions, le budget des associations. On va prendre les questions déjà avant. Vous avez bien toutes les subventions qui sont proposées, Floriane? Oui, ça parlait des besoins exprimés et je ne les ai pas vus dans la délibération. C'était quoi les besoins exprimés par chacune des associations présentes? Alors, le ski nordique Parc Chartreuse, par exemple, cette année, une subvention qui correspond à sa demande, qui est supérieure à celle de l'année dernière. Je peux détailler chaque asso? Je ne sais pas, c'est juste les besoins exprimés par rapport à ce qui est proposé. S'ils ont eu des besoins exprimés, s'il y a eu des différences, si oui, pourquoi? Quels sont les critères en fait retenus pour aller dans le sens des besoins ou pas? Ouais. Alors, le SNC, par exemple, a eu des hausses de coûts pour les stages en 2026, une rémunération des moniteurs qui a changé et qui doit être financée par l'association. L'association, en plus, a augmenté le nombre de sapéiards avec un nouveau créneau pour les nouveaux dispositifs des jeunes compétiteurs. Une hausse assez faible du prix des adhésions au regard d'une hausse des coûts du carburant, par exemple, et diverses hausses qui justifient cette subvention et la réponse à la subvention qui a été demandée de 2 500 €. Pour information, le SNC au SAPE, c'est 296 adhérents, 30 à la tronche qui donne 1 500 € de subvention, 27 à Coran qui donne 690 € de subvention, et 21 adhérents à Saint-Pierre qui donne 3 000 € de subvention. Pour l'AEP, il s'agissait de continuer de soutenir l'AEP dans ses différentes antennes, avec là des demandes spécifiques qui sont pour les trentaines, je crois, d'activités différentes. Il n'y a pas de... Attendez, tu as le droit. S'il y a besoin de complément, on suspendra la séance.
Pour l'ACL, il s'agit de poursuivre. Attends, donc l'AEP, elle a demandé combien? Elle a demandé 1400. Savoir si la demande. Elle a demandé 1400, Elle a demandé 1400, comme l'année dernière. Non, c'était qu'est-ce qu'ils ont Oui, demandé, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ah. Après, moi, je veux bien le nombre d'adhérents aussi. Les SSP a demandé 2500, ils ont 2500. Les boutons d'or ont demandé 800, ils ont 800. L'AEP a demandé 1400, ils ont 1400. ACL a demandé 5000, ils ont 5000. La Bonne Fabrique a demandé 2000. Ok. SAPERT a demandé 800, ils ont 800. Le Summer Biathlon a demandé 500, ils ont 300. SAP en Poésie a demandé 400, ils ont 300. Pour une raison toute simple. Même, à la rigueur, ils ont même refait leur demande de subvention. Tout correspond à 300 égal. Tout le monde a eu ce qu'il a demandé. Tout le monde a eu ce qu'il a demandé suite à de nombreux allers-retours avec les responsables d'associations. D'accord. Et pourquoi, dans ce cas-là, il y a une autre commission qui va se réunir pour l'AEP? Je n'ai bien compris. Bah, c'est indiqué en fait. Une dotation exceptionnelle à l'AEP sera proposée au vote du conseil municipal pour soutenir l'association dans sa mise en place d'une tarification différenciée. On ne la connaît pas encore, la tarification différenciée. D'accord. Parce qu'ils doivent mettre On en ne place connaît une pas encore le tarification. nombre d'adhérents que ça va concerner puisque ça commencera en septembre lors du forum des associations. C'est pour ça, moi, je cherche à C'est l'AEP qui a demandé ça. Non, c'est C'est nous qui avons notre programme qui a incité. proposé d'accompagner AEP pour cette mise en place d'un tarif différencié, ce que fait déjà ACL depuis 2 ans. En fait, Qui mettent en place un tarif différencié à partir de septembre, et Ouais. en fonction du résultat. Du quotient 900 et 600 et en fonction du nombre d'adhérents. Si vous, il y a une perte subie par AEP à cause de ça, vous complétez. C'est ça qu'on va Absolument. comprendre. Non, c'est pas une perte. C'est qu'il y aura une prise en charge du 40% ou du 20% de réduction sur les frais d'inscription Ouais. pour les familles qui ont un quotient familial inférieur à 900 ou inférieur à 600. Et comme on ne pouvait pas l'anticiper au moment de la subvention, eux, ils vont faire la demande pendant les inscriptions que les gens fournissent leur quotient familial pour pouvoir déterminer combien de personnes ça représente. C'est quelque chose de très compliqué à budgéter. Et voilà, on s'est dit qu'on décalait ce soutien aux associations, qu'on a proposé d'ailleurs à toutes les associations, pas qu'à EP, à ceux qui ne le faisaient pas pour l'instant, Exactement. parce que c'était une de nos ambitions de pouvoir faire qu'un maximum de familles qui ont des petits revenus puissent adhérer, accéder aux activités des associations. Ok. Très bien. Et donc, moi, ça m'intéressait beaucoup. Tu as commencé à parler des adhérents. Donc, j'ai noté 296 pour SNC. 350 au total et 296 à payer. Ouais. C'est ça. Et les autres? ACL, c'est 165, dont 150 Sapeyard à peu près, je pense. AEP, c'est 200 familles. Et la Bonne Fabrique, c'est 300 adhérents. C'est les 4 principales associations du SAPER de très loin. C'est tournoi à chaque fois. 200 familles, 300 adhérents. Oui. Pardon, je ne sais pas si tu as le droit d'intervenir. Est-ce qu'il y a besoin de précision auquel cas on suspend la séance et on discute avec les associations ou est-ce que c'est suffisant? Moi, je veux bien des précisions. Ok. Donc je suspends la séance pour la précision sur le nombre d'adhérents. C'est ça qui les intéresse? Ouais. Ok. Non, bonsoir, oui, Marc-Antoine Fiancé, je suis le vice-président du SNC. Comme petite précision, oui, on est 350 adhérents. Il y a 100 adhérents qui sont vraiment SAPEIA et le reste sur les communes alentours. Et évidemment, pour des activités des communes autour du SAPEC, que ce soit la Tronche, Milan, Oran et Saint-Pierre. Très clair. Ok. Est-ce que sur les fontons d'or, on a l'information? Pardon. Du coup, vous faites une demande de subvention à toutes les Oui. communes avec qui vous travaillez. Oui, étant sur plusieurs communes, étant sur plusieurs communes, on peut demander des subventions. C'est le chiffre que les. Vous avez un bon accueil partout, il n'y a pas de souci. Oui, Même Sarcena. Est-ce que vous avez une subvention de la commune de je Sarcelles? ne sais pas si on a une subvention à la commune de Sarcelles. La commune de Sarcelles nous a aidés avec en nous prêtant une salle. Il y a quelques années. On a plus cette salle dans laquelle on pratiquait le tir à 10 mètres. Parce que c'était compliqué à gérer, passer d'un mode utilisation de la salle comme une salle de tir à une salle pour différentes activités. C'était assez compliqué, donc ça s'est arrêté. Et je ne sais pas si on a encore une subvention de santé. Ils fournissent les champions olympiques. Oui, quand même. Cette année, c'est important de noter. Est-ce qu'on peut- Ouais. Les victoires. Les victoires. Est-ce qu'on connaît le nombre d'adhérents du fontons d'or? Je crois que c'est 47, quelque chose comme ça. C'est pas que ça, il y a plein de gens qui viennent de Grenoble et quelques Sarces, des gens de Sarcelles aussi. Ok. AEP, Manuel, est-ce que tu peux préciser le nombre d'adhérents? Ah bah nous, on compte par famille. Ouais. Et alors, quand c'est des familles sapéillardes, en général, il y a beaucoup de monde dans une famille. Et quand c'est des familles, alors,
il y a 25% de familles qui viennent du Sapet, 10% de familles qui viennent de Sarsena et le reste du pourcentage qui vient d'ailleurs. Et en général, quand ça vient d'ailleurs, ils sont un au max 2 par famille. Et quand ça vient du Sapet ou de Sarsena, ben, ils sont. Il y a toute la famille. Mais on ne peut compter que par famille parce qu'en fait, on fait payer l'adhésion à l'AEP, c'est une adhésion familiale. Et c'est comme ça que ça nous permet de. Et dans une famille, il y a des personnes qui participent à plusieurs activités, d'autres non. Donc c'est très compliqué d'avoir les noms exacts de chaque participant, alors qu'on a des chèques par famille. C'est sûr de faire une estimation. 200 familles. 200. 200 Et c'est à peu près, c'est assez stable, hein. Ça monte très légèrement au fur et à mesure des années. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on est à 200, enfin plus de 200, mais proche de 200. Moi, j'ai 296 sapéiens dans le dossier de soumission. 350, dont 296 sapéiens. C'est possible. On vérifie. Et bon. Voilà, c'est ACL, ACL, on est à 164 adhérents, dont 16 sarcenés, quelques autres personnes en fait de Grenoble qui étaient donc ça fait à peu près 140, 150 sapéens. Et même question, vous demandez des subventions Oui. d'autres communes? Oui, on a demandé à Sarcena. D'accord. Vous n'avez pas encore la- Cette année, donc on n'a pas le retour. On a essayé l'année dernière, c'était trop tard. Cette année, on l'a fait dans les temps, donc on espère avoir quelque chose pour pouvoir la faire en fait. Ok. Tu as la même réponse? Alors nous, notre modèle, c'est ACL. Voilà. C'est notre modèle pour la mise en place du quotient familial. Ils ont beaucoup coaché, donc on est à fond à partir de la rentrée. Et ils nous ont conseillé de faire comme ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'eux, ils font une demande de subvention aussi à Sarsena. C'est-à-dire que tant que Sarsena ne donne pas d'argent, les Sarcenais ne profiteront pas des mesures de quotient familial, parce que les mesures de quotient familial sont apportées par la mairie qui le supporte et retournent aux habitants du village qui payent leurs impôts, et seulement à eux. Oui, tout à fait. Voilà, et à partir de l'année prochaine, si Sarsena supporte culture et loisirs, ben nous, on fera pareil que vous. On leur demandera aussi d'accompagner leurs habitants pour l'AEP. Voilà. la bonne fabrique. Je peux les faire refaire, moi, ça faire une c'est pas je vais les mais parce que c'est pareil, l'adhésion à la famille, 300 adhérents. 300 et quelques, c'est bon, pris l'adhésion, mais t'as des gens, c'est pour la famille. Je suis en train de vérifier. J'ai demandé d'anti-sèche. On met de côté le temps d'anti-sèche. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a besoin d'autres demandes de précision auprès des Merci. associations? Mais je trouve la demande de l'AEP, tu fais très basse par rapport au nombre d'adhérents de l'AEP. Tu es sûr du chiffre 25%, tu t'es pas trompé? Pourquoi notre demande de subvention est si basse? Parce que historiquement, on a toujours demandé que ce qui nous était nécessaire pour pouvoir arriver à l'équilibre. En fait. Alors, ça fait plusieurs années qu'on demande 1 400 € et qu'on n'a pas ce qu'on demande. Et par exemple, l'année dernière, on a eu un déficit de 3 000 €. Donc, on est très heureux que vous nous accompagniez au même niveau que notre demande, parce qu'on fait des demandes qui correspondent à nos besoins, pas plus. Ok. Très bien. Emmanuel, tu as dit 25% de sapéens. Et mais c'est possible qu'en famille Sapéard, il y a 4-5 personnes par famille. Ah, merci de la rectification. J'étais étonné. Alors, 3 quarts de Bien sûr, famille évidemment. Sauvegarde, 1/10 famille sarcenaise, et le reste des individus qui viennent d'ailleurs. On les accepte. Mais on est très ouvert. Il y a la même question pour la bonne fabrique en termes de demande de subvention. Vous demandez aussi à Sartena. Oui, je crois qu'on demande à Sarsena. Mais c'est pas dire encore si. Pareil, je vais demander l'anti-sèche, il est en train de me répondre. Alors, il est un peu élevé.
Bonne Fabrique, il y a de grosses subventions de la CAF, Oui, par contre, du département. Enfin, il y a... en gros, c'est. Enfin, ça, je pense que vous connaissez. Quoi. Voilà. Et en gros, le gros des subventions viennent plutôt d'ailleurs, notamment de l'Europe, de la CAF, du département, de la CAF, avec sa décision. Et les autres associations, vous vivez aussi sur d'autres subventions type CAF Europe ou c'est que le Pour la CL, on a une subvention du département. département aussi? Ok. Et c'est les deux seules subventions. Ce qui était historiquement le pourquoi de l'augmentation il y a 1 an ou 2. Et l'année dernière, Ah non. l'année dernière, c'est passé ça. Parce que ça a fait un effet déclencheur au département pour avoir des subventions plus importantes pour ACL. Le département allait retirer son soutien si la commune n'augmentait pas le sien. Parce qu'il était très inférieur à celui du département. Et l'effet vertueux, c'est que cette année, du coup, ACL a obtenu plus du département. Grâce à l'engagement de la commune de s'engager plus auprès de l'économie. Manu. Et au niveau de l'AEP, on a fait une demande de subvention auprès du département pour la réfection des terrains de tennis et on ne l'a pas eu. Vous ne l'avez pas eu? Ça a été refusé? Oui, et c'était la subvention du département qui devait enclencher le fait que la région participe aussi, que l'AEP mette ses économies dedans et que le tennis mette toutes ses économies dedans, qui permettait de financer le terrain de tennis. Donc, comme on n'a pas eu le déclencheur qui est la subvention du département, ça n'a pas pu avoir lieu cette année. On va recommencer à être bonne. Je pense qu'il Et à faut. force, peut-être un jour. Et là, on ne serait pas sur le même effet de levier où si la commune met plus, le département embraye. C'est pas ça qui joue. C'est pas ça. C'est le département qui doit initier. Enfin, en fait, si le département ne dit pas oui, déjà, la région ne suit pas. Oui, la région ne suit pas. Il faudra qu'on le fasse ensemble, c'est que des demandes peuvent venir de la commune portées par l'association et ça, on rentrera dans d'autres cases peut-être. Oui. C'est ce qu'on avait fait. Parce que l'anti-CHD, Voilà. est-ce que la BF, on a Alors, j'ai 300 personnes, 93% de SAPEA. Et on n'a pas demandé au sous à Sarceville, parce que finalement, avec LCS, ça dépend de LCS demande des sous, l'association nationale, et qu'on s'est organisé avec eux pour échanger du matériel et des choses qu'on n'a pas demandé de sous à Sarceville. En partenariat. On a des trucs en partenariat avec CS. Et notamment, j'ai sur la salle des fêtes aussi, parce qu'on fait des événements. donc 300 personnes, grande majorité SAP, j'ai pas bien entendu. Ouais, 93%, il dit à peu près. À peu près. Donc à 300 à peu près, 93 à peu près. Non, et 80, c'est adhérent. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'autres précisions du point de vue des associations? Sinon, je rouvre la séance. En termes des questions au public, c'est bon? Je rouvre la séance. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole au sein du conseil municipal? C'est sur les commissions idoines. Donc, c'est quoi cette commission idoine? Elle étudie quoi, qui, quand? On n'a pas eu le temps de la mettre en place cette année pour ce budget-là, parce qu'il fallait répondre aux demandes des associations, que les subventions puissent être versées dans le cadre de leur année. Mais l'année prochaine, il faut absolument qu'on mette en place une convention, un mode d'attribution qui soit sous forme d'une commission. C'était là aussi dans nos engagements de transparence. En s'appuyant, je pense, sur les critères qui existaient auparavant, mais aussi sur des conventions qu'on pourrait mettre en place. Je pense à ACL, une convention d'objectifs sur 3 ans, ça permet véritablement de pouvoir juger et de jauger de l'opportunité des subventions sur les années suivantes. Ça donne aussi de la visibilité. Et ça, pour le coup, c'est des critères qui vont bien au-delà de simplement du nombre d'adhérents. Je dirais simplement que sur le nombre d'adhérents, qui est jusqu'à présent un peu l'alpha et l'oméga, la proportion des sapéiards versus la proportion des non-sapéiards va entraîner des effets délétères. ACL, il y a 2 ans, il y a eu plus de sapéiards d'une année sur l'autre, mais plus encore de sarcenés. Donc la proportion de non-sapéiards a augmenté, donc les subs ont baissé. Alors que le nombre de sapéiards a augmenté. Et on parle de 50 € ou de 100 € de baisse. Donc en plus, pour ce type d'associations qui ont 90 000 € de budget, à vrai dire, on est dans
On est dans une différence qui n'est pas si importante que ça, mais le message politique en revanche, voilà, formidable. Donc ici, il s'agit de pouvoir vraiment créer une instance qui étudie vraiment les engagements des associations sur le territoire et les accompagner aussi dans leurs engagements sur le territoire. Pas seulement, vous avez 300 ou 295 ou 308 adhérents, ce qui en soi, quand on a 15 ou 16 salariés ou 14 salariés comme ACL, si jamais ils perdent 5 adhérents, ils ont toujours les 14 salariés l'année. Et il est nécessaire de continuer de les accompagner. Sinon, leur trésorerie, elle fait ça chaque année. Ils ont toujours le même nombre de salariés. Et au niveau salarié, c'est uniquement les intervenants de musique, tout ce qui est administratif, c'est bénévole? Absolument. Ça, c'est le Il y a un cas. coordinateur. Ça s'appelle bénévole. Et la coordinatrice ici présente, oui, a un temps partiel de coordination plus des heures d'enseignement. Surtout des enseignants. Oui, ça a été une des grosses nouveautés de pouvoir avoir le budget à l'époque d'ACL pour une coordination. Et au niveau AEP, c'est 100% bénévole administratif. Niveau SNC, c'est pareil. À AEP, il y a quand même des sections qui emploient des. Pas des professeurs, mais ACL, Oui, quand je comme parlais ACL. d'administratif, Ah oui, l'administratif, administratif. 100% administratif bénévole, l'administratif bénévole à un temps, si je comprends. Niveau BF, Nous, l'ABF, qui a Il y a un temps plein. La parole. pardon. Je crois qu'il y a deux mi-temps à peu près à C'est un équivalent temps plein, la baie. Un équivalent temps plein. Donc, il n'y a qu'un employé à la BF. C'est deux personnes à mi-temps. C'est des équivalents temps plein. Ok. Il peut y en avoir plusieurs, mais un. Mais pour un temps plein. Et niveau brasserie, il y a aussi des salariés. Oui, il y a un brasseur qui est à temps plein. On est sur 2 temps pleins à la BF. Hors intervention spécifique, je pense. Il y a sûrement des ateliers ou des moments où il y a aussi des gens qui doivent intervenir. Oui, ça, je le range dans la même catégorie que les profs de musique ou les profs de sport. Enfin, je cherche vraiment à ceux qui sont permanents, qui sont là. Parce que moi, à mes yeux, ce qui me paraîtrait important d'étudier dans les commissions idoines, c'est effectivement le nombre d'adhérents, c'est la base, mais aussi combien il y a de salariés et sur combien repose l'association sur du bénévolat. Je trouve ça important, c'est des associations, c'est censé, à mes yeux, être valorisé quand il y a des bénévoles qui s'engagent. Le nombre d'adhérents me paraît indispensable à connaître de façon assez précise. Et puis aussi savoir combien on occupe de mètres carrés. C'est-à-dire que quand on parle des associations, aujourd'hui, on a l'ACL qui n'est pas titulaire d'un lieu, l'AEP non plus. On sent bien que c'est difficile de faire rénover les terrains de tennis, etc. Alors qu'à côté, on va avoir des associations qui ont leur terrain en propre, non partagé. Je pense que ça devrait se ressentir aussi dans les subventions. Il y a des avantages en nature. De quel terrain tu parles? Là, je parlais de la Bonne Fabrique. La Bonne Fabrique, elle a son lieu spécifique, privatif. On va le voir après, qui nous coûte quand même. Pourquoi ça se ressent pas et pourquoi ça s'est pas évoqué? Okay. Dominique, vous voulez prendre la parole? D'une manière générale, je rebondis sur ce que dit Florian. En fait, dans cette affaire, vous avez, si j'ai bien compris, répondu favorablement à toutes les demandes qu'on vous a faites. Pas complètement, et ça a été en discussion avec les associations, mais continue. Laquelle n'a pas été, j'ai compris que tout avait été retenu. Non, il y a notamment sur Sapin en poésie où ça a été rediscuté, ils ont dit que finalement ils avaient trouvé un moyen d'hébergement de la. Voilà, et encore une fois, chaque demande de subvention a été argumentée et discutée avec les associations pour comprendre si c'était justifié ou pas. Ok. Ce que j'ai compris en tout cas, c'est que contrairement à l'ancien système où on s'était mis d'accord sur un système avec de la transparence pour savoir sur quels critères, ce que rappelait un peu Florian, un certain nombre d'éléments qu'on pouvait prendre en compte, là vous avez décidé sans aucun critère, en faisant vos petites soupes et vous présentez ça ce soir. Je vous fais juste ce retour pour vous dire que ce n'est absolument pas transparent et que c'est absolument pas en phase avec, un, ce qu'on avait mis en place ensemble précédemment, et deux, avec vos promesses. Voilà. La deuxième chose que je souhaiterais dire sur l'affaire de soi-disant la solidarité. Il faut savoir que dans le système précédent, la solidarité a été exécutée par le CCAS dont on a déjà parlé ici. C'est-à-dire c'est le CCAS qui prenait en charge un certain nombre de cotisations ou de règlements quand il y avait des difficultés sur les familles. Là, vous allez passer sur un système, j'en ai déjà parlé ici même, algorithmique, voilà, basé sur des trucs qui remontent des impôts, qui vont vous faire arriver des personnes qui n'ont pas forcément des problèmes financiers,
mais par leur coefficient, vous allez leur donner de l'argent. Et c'est encore une fois un système où vous vous cachez derrière un système comme ça organisé, mais en fait, vous ne faites pas la réalité de la solidarité et vous allez distribuer en pensant bien faire, j'imagine bien, mais vous n'allez pas distribuer réellement à ceux qui en ont besoin et vous allez distribuer au hasard de certaines feuilles d'un peu. Voilà. Et ça, c'est pas forcément. Vous allez découvrir que, par exemple, un alternant dont les parents sont médecins, il a une feuille d'impôt, il déclare son machin d'alternat, il est coefficient très faible et ça y est, il a droit à une subvention. Ça peut franchement se discuter. Il y a plein de cas comme ça, vous allez découvrir ou pas, mais vous allez distribuer en automatique. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et puis, vous regarderez d'ailleurs vous mettrez en place, je pense que ça peut être intéressant, parce que peut-être que vous avez raison, après tout, mais un véritable indicateur pour voir combien de personnes vous allez aider au SAP, pour voir vraiment à la fin qu'on fasse un bilan, si vraiment ça a été distribué aux personnes qui en avaient réellement. Et puis là, quand on passera au vote, je ne sais pas comment ça va se passer, là, vous clarifierez qui a le droit de voter. Oui, on a dit que ceux qui étaient, on pensait à ceux qui étaient dans les conseils d'administration des associations qui ne prenaient pas part au vote. Et ils ne prennent pas au débat. Il n'y en a pas. Nombre de conseils. Il n'y en a pas. Mais la règle qu'on voulait se fixer, c'était ça. C'est ça la règle. Ceux qui sont au conseil d'administration, les adhérents, on a considéré qu'il n'y avait pas un problème à être adhérent de l'association et qu'on était très nombreux adhérents autour de la table. Très bien, merci. Je ne comprends pas ta remarque par rapport aux associations. Puisqu'en fait, on a rediscuté ce qu'on donnait avant, qui était les mêmes, on a dit qu'on reprenait les mêmes critères qu'avant, sauf que voilà, il y a des associations qui ont demandé un petit peu plus pour les raisons qu'a évoqué Nicolas. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'a pas. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas gardé on a fait ça comme ça? Parce qu'avant, il y avait Franck Balucci qui nous faisait une présentation avec les critères qui avaient été retenus au conseil municipal, avec vous, pour dire quels étaient les éléments sur lesquels on appuyait les subventions, c'est-à-dire les effectifs, le nombre de SAPEIA, le rayonnement, il y avait toute une liste qui était prévue. Et en fonction de ce tableau, ça a orienté la distribution des. Ça a disparu manifestement, c'est ce que je constate. Voilà. Après, faire des petites réunions comme vous pour décider, c'est pas bien, mais c'est pas ce qu'on appelle de la transparence, c'est ce que je vous fais remarquer. Et de l'algorithmie. En fait, ce que je trouve aussi, c'est que par exemple, sur le quotient familial, tu critiques le fait qu'on mette quelque chose en place qui soit un peu normé, issu d'éléments des impôts et ce genre de choses pour entrer dans des cases. Et par contre, tu dis que c'était mieux avant parce que l'algorithme qui était mis en place et qui était très. Je n'ai pas dit que c'était mieux avant. Ah, bon. En tout cas, on l'a expliqué que simplement. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Ce que vous avez. Je vais essayer de finir mon propos, tu pourras prendre la parole ensuite. Donc, juste pour dire qu'avant, ce qui se passait avec cet algorithme, c'est que finalement, les associations, elles avaient chaque année la même subvention à quelques centaines d'euros près, ou voire dizaines d'euros, ce qui avait les effets de bord qu'on voyait avec des évolutions d'effectifs qui pouvaient être contre-productifs et envoyer un message à l'association qu'elle avait demandé 1500, finalement, cette année, elle avait mis 450. Et pour nous, on a trouvé que c'était pas un message positif. Donc, je trouve qu'il y a aussi un intérêt à être plus en confiance avec les associations, avec leurs demandes, à les discuter et comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont ce niveau de demande, plutôt que de rentrer dans un tableur Excel des demandes, des numéros d'adhérents, et ce qui en sort à peu près, en fait, toujours la même chose. Et puis la solidarité, elle marche quand même, parce que je sais qu'au niveau de l'ACL, on s'est tous ensemble cotisés pour payer la possibilité à quelqu'un de faire partie de la chorale. Donc la solidarité, elle marche pour les personnes qui ne rentreraient pas dans les critères. Qui ne rentreraient pas dans les critères ou qui. Et tu parles de transparence précédente. En tant qu'ancien président d'ACL, il n'y avait aucune transparence sur l'attribution des subventions ACL chaque année. On n'y comprenait vraiment rien. Je ne suis pas sûr que AEP ait compris l'année dernière pourquoi ils avaient touché 800. Je suis même sûr que non. Donc, l'opacité, elle existait. Elle existait même pleinement. Au contraire, le fait de créer des conventions, ce que nous proposons, mais ce qui est long, et ce qu'on va commencer à mettre en place avec ACL plus durablement, je pense que ça permet publiquement, parce que c'est voté en conseil municipal, une convention. C'est pas un tableur Excel qui marche, et puis quand il marche pas, on change un peu. Une convention, c'est une convention d'objectif.
qui va nous permettre de donner, typiquement ACL, dans sa convention, il est demandé de mener des projets avec l'école. C'est cette convention qui fait que ACL mène des projets en milieu scolaire. Ça, c'est concret. Et ça, c'est évaluable. Et c'est évaluable par d'autres acteurs que juste l'élu ou juste ACL. Et ça a un impact sur le territoire. Donc, je pense qu'au contraire, on est dans une transparence qui est pleinement assumée, mais on peut pas encore la mettre en place pour toutes les assos qui sont toutes très différentes. Et le QF, en l'occurrence, fonctionnera pour AEP, mais ne fonctionne pas pour le SNC. Parce que pour l'instant, on est face à 6-7 communes différentes et une très grande complexité à identifier les QF uniquement pour les SAPEA. On étudiera peut-être un autre moyen, mais en ayant toujours en tête cette idée de permettre aux familles qui en ont le plus besoin au SAPEL de pouvoir pratiquer une activité sportive ou culturelle. Et ça, pour le coup, je pense que c'est le quotient familial est l'élément que toutes les communes aujourd'hui utilisent. Et je pense pas qu'il soit moins valable au SAPE qu'il ne l'est à Grenoble, à Coran, à La Tronche ou n'importe où autour de la commune du SAPE en Chartreuse. Le quotient familial est l'élément qui permet de dire à une famille, vous bénéficiez d'un avantage, et d'ailleurs aussi au SAPE sur d'autres types d'activités. C'est périscolaire. Oui, ou pour un SAPEillard qui... Ouais, on est tous d'accord que le... Ok, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? C'est bon, donc je vais le mettre au voie. Donc, je vous rappelle les montants qui sont proposés, que ce soit complètement clair. Donc, le SNC, 2500 €, les boutons d'or, 800 €, AEP, 1400 €, ACL, 5000 €, la Bonne Fabrique, 2000 €. Et pour les projets spécifiques, Sapéard de la fête artisanale, 800 €, Summer Biathlon du SNC, 500 € et Sapé en poésie, 300 €, ce qui fait un total de 13 300 €. Je le mets au voie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Florian Delrue. Donc, qui vote pour? Reste 4. Merci pour nos associations. Je passe à la deuxième délibération. Donc, c'est la subvention de la Bonne Fabrique pour la mise à disposition des locaux. Donc, le dispositif qui perdure, si je ne me trompe pas, depuis l'incendie de la mairie, c'est le fait que la Bonne Fabrique verse à la commune un loyer de 1500 € par mois pour accéder aux locaux qu'elle occupe et que la commune lui rembourse sous forme d'une subvention ce loyer. Ça avait été mis en place, là aussi je ne me trompe pas, et si certains veulent compléter, pour faire apparaître un loyer au niveau de la Bonne Fabrique, ce qui lui a permis ensuite, suite à l'incendie, de toucher de son assurance des remboursements de loyer, et donc de pouvoir être indemnisé sur le besoin qu'elle avait de se reloger pour continuer son activité. On rappelle que la Bonne Fabrique, ce n'est pas uniquement une association du village, c'est aussi l'espace de vie sociale du village. C'est elle qui porte ce projet partenarial entre la CAF et la commune qui vise à développer des actions collectives qui permettent le renforcement des liens sociaux et familiaux et des solidarités, de voisinage et la coordination des initiatives favorisant la vie collective. Voilà. Donc, nous, dans notre approche de ce dossier, il y a deux choses. On hérite de ce mécanisme puisqu'on est arrivé en mars et donc il y a déjà un mécanisme qui est en place. Donc pour cette année, on le prolonge jusqu'à décembre en versant la subvention qui permet de prendre en charge les loyers de la Bonne Fabrique. Notre intention, c'est que dès que on sera en mesure de réintégrer la mairie et donc que la Bonne Fabrique puisse réintégrer les locaux qui vont être refaire à neuf pour son activité. D'une part, qu'il y ait un travail fait avec les autres associations pour que ces locaux puissent être partagés, qu'ils ne soient plus exclusifs de la Bonne Fabrique. Il y a déjà des discussions qui sont en cours et donc on va réussir, j'en suis sûr, à trouver des créneaux sur lesquels soit c'est ACL qui peut venir utiliser, soit c'est AEP pour certaines activités. Donc on va enlever cette notion d'exclusivité, qui était d'ailleurs pas tout à fait vraie, puisqu'il y avait déjà des choses qui se passaient dans les locaux avant d'autres associations, mais bon, c'était perçu un peu comme ça.
Et le deuxième volet, c'est que pour nous, c'est un espace de vie sociale auquel on est très attaché pour notre commune. Et donc, la commune souhaite mettre à disposition de l'espace de vie sociale les locaux, et donc sans loyer. Donc, ce sera, si la Bonne Fabrique, bien sûr, est d'accord pour ce mode de mise en œuvre, des locaux qui seront mis à disposition gratuitement à partir de l'année prochaine. Je pense que j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, moi je le comprends. Donc là, on maintient le loyer. Le loyer, il a déjà été, il y était depuis le début de l'année. Donc le loyer, il est de 1 500 €, il est payé chaque mois. Et pour cette année 2026, on le rembourse sous forme d'une subvention de 18 000 € qui correspond à 12 mois de loyer. Et c'était déjà le cas avant. Il Oui. était remboursé sous le forme de subvention. Oui. Donc, on a mis en place un loyer pour faire croire à l'assurance que la Bonne Fabrique paye un loyer et on le rembourse Je crois que c'est ça. sous forme de subvention. Bah, il y a une petite subtilité. Peut-être que les anciens élus Il y a une peuvent petite éclairer. subtilité, c'est que la subvention, encore une fois, elle est versée au prorata des sapayards qui bénéficient de l'activité. Oui, alors c'était ça la différence avec ce qui se passait l'année dernière. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, c'est dans la délibération, je crois. C'est que le choix qui était fait par l'ancienne municipalité, c'était de dire on vous rembourse sur ce loyer 18 000 € uniquement la part qui correspond au pourcentage d'adhérence à payer. Donc ça faisait, je ne sais plus, 91% de la subvention, soit 16 196 € au lieu de 16 187. 16 184. Nous, on ne souhaite pas renouveler ce mécanisme dans le sens où autant on est en phase avec le fait que des adhérents SAPEIA n'aient pas le même taux d'adhésion que des adhérents non SAPEIA, que sur les quotients familiaux ou sur les dispositifs d'aide à l'accès aux activités, il puisse y avoir pour les SAPEIA une différenciation de tarification. Autant pour les locaux, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres associations autour de nous qui demandent aux SAPEI que pour les 3 SAPEIA qui vont au club de tennis, par exemple, de Coran, ils payent une partie des terrains qui sont mis à disposition par la commune. Ça ne marche pas comme ça. Hein. On ne mélange pas tout, on explique ce qu'on est en train de faire. Non, mais l'exemple est très mauvais, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si on va à la piscine à Mélan, je vous invite à regarder le tarif et puis donc plein d'autres endroits. Non, mais ça, on est d'accord sur la différenciation des tarifs. Et l'adhésion, on est d'accord. Mais pas sur l'utilisation des locaux ou sur la mise à disposition des locaux. Quand on va voir le cinéma à LCS à Sarcena, on paye un tarif différencié, qu'on est adhérent de l'association ou pas, par exemple. Mais c'est pas pour ça que la mairie de... Ça, c'est la liberté de gestion de l'association. Que la Bonne Fabrique, après, fasse un tarif extérieur, demande une subvention à Sarcena, avale le problème, c'est leur choix de gestion. Ça, on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est aussi notre choix à nous de dire qu'on met à disposition des locaux sans différenciation du nombre d'adhérents et sans les facturer aux adhérents qui viennent d'une autre commune. Oui, mais ça veut dire à ce moment-là que l'argent des SAPEIAR, il est distribué à d'autres. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Okay. Voilà. On vient de dire dans la délibération précédente, on faisait bien la séparation entre les adhérents SAPEIAR et les adhérents non SAPEIAR. Parce que pour nous, ça a une valeur. Pour nous, on n'arrêtait pas de poser la question, est-ce que les autres communes participent? Et si oui, à quelle hauteur? Parce que ça paraît logique. On met en place des associations, on a envie qu'elles fonctionnent, on a envie que ce soit équitable pour tout le monde. Là, déjà, le fonctionnement est, à mes yeux, tout à fait bancal. Hein. On verse un loyer, on vous le rembourse. C'est très, très discutable en termes d'éthique. Mais je rejoins, ça devrait être juste pour la partie SAPEIARD. On rembourse, et encore, je le redis, je suis complètement contre ce montage. Mais oui, pourquoi payer pour les Sarcenais? C'est quoi le critère? En fait, moi, je ne comprends pas ce raisonnement. À partir de combien de Sarcenais faudrait-il que les Sarcenais payent? Il faudrait que Sarcena... C'est pas une question de nombre de Sarcena. Moi, je refuse que les SAPEIAR payent de l'électricité, de l'eau. D'accord. Est-ce que ça coûtera moins cher si on interdit la Bonne Fabrique aux Sarcenais? Non. Mais c'est ça, stop. Ça s'appelle un fait de gestion. C'est pas du tout notre problème. La Bonne Fabrique a le droit de refuser les Sarcenais. Mais là, on parle de local. On parle de local. Nous, imaginons qu'on le chauffe pendant l'hiver. Le Sarcenais qui va rentrer va bénéficier du chauffage au même titre que le SAPEIAR. Là, on parle de l'utilisation de locaux. Et au passage, on parle aussi de rayonnement sur un territoire. Mais l'utilisation de locaux, il est difficile de la trancher entre SAPEIAR, des activités, pourquoi pas? Des tarifs, pourquoi pas? Mais un loyer, il semble difficile d'imputer à la Bonne Fabrique d'attirer des Sarcenais. À ce moment-là,
demandons à la bonne fabrique de ne plus accueillir de Sarcenais. Elle aura donc plus de subventions dans votre raisonnement. Ce qui est complètement... Encore une fois, nous, notre logique, elle est appuyée aussi sur le fait que c'est un espace de vie sociale. Oui, c'est-à-dire que c'est pas une association quelconque, elle porte un projet pour le territoire et pour la commune. Dans beaucoup de communes, l'espace de vie sociale, il est porté par la commune. Et donc, la commune peut mettre à disposition de je ne sais qui ces locaux sans que ça pose de soucis parce que c'est un espace de vie sociale. Là, c'est porté par une association en partenariat avec la CAF et la commune. Nous, on considère que c'est que c'est dans notre intérêt et l'intérêt du village que de mettre à disposition de cet espace de vie sociale des espaces communaux. Qu'on mette à disposition des espaces communaux aux associations, moi je suis complètement d'accord. Qu'on le fasse de façon équitable pour tous serait quand même, à mes yeux, bien meilleur. Et la Bonne Fabrique est la seule à l'avoir dit, on n'a pas demandé à Sarcenet. On n'a pas demandé de subvention. On ne leur demande pas de participer au loyer. La Bonne Fabrique, quoi qu'on en dise aujourd'hui, a un local qui lui est 100% privatif depuis sa création. Elle n'a jamais payé de loyer. On a commencé à lui faire payer pour faire croire à l'assurance qu'elle en payait. Tout le montage est déjà très bancal. Alors, elle n'a pas compris. Exact, il faut expliquer techniquement. Le préciser. En fait, techniquement, là où la Bonne Fabrique était avant, il y avait un loyer qui était marqué dans la convention et ce loyer était compensé par le fait qu'on avait avancé des travaux dans les locaux. Oui, mais ça, c'était clair au début. Enfin, c'était couvert sur la première convention qui était de 3 ans et pas 10 ans. Ça a été calculé comme ça. C'est comme ça que ça a été mis en place. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a eu l'incendie, il a fallu trouver un certain nombre de solutions pour à la fois les reloger, à la fois faire apparaître un certain nombre de dépenses et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Donc, aujourd'hui, on en est là et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de le faire évoluer. Ce n'est pas la question. Moi, je le redis, c'est juste que c'est anormal, complètement anormal, d'utiliser les impôts des Sapéards pour favoriser des activités d'autres habitants. Voilà. Quand on va à la piscine à Mélan, on paye plein pot, on ne paye pas le tarif mélané quand on va. Alors, mais bien sûr. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est parce qu'il y a un tarif d'entrée. Mais demain, le chauffage sera toujours au même prix pour la Bonne Fabrique. Et donc, dans ce raisonnement, si la Bonne Fabrique décide demain de refuser l'adhésion à tous les Sarcenais, dans ce raisonnement, elle toucherait donc plus de subventions. Et c'est son problème. Bah oui, mais on parle de rayonnement d'une infrastructure qui nous est enviée dans la France entière et qui rayonne sur tout le territoire. Félicitons-en. Il y a d'autres prises de parole. Laurent. J'ai entendu tout à l'heure que quand ça payait à votre journée, c'était 97%. En fait, en 13, on a dit. Ça peut simplifier, choquer. J'aimerais effectivement demander à la Bonne Fabrique d'être un petit peu plus proactive vers Sarcenat pour qu'effectivement elle puisse obtenir une subvention de Sarcenat. En gros, à la hauteur, effectivement, du pourcentage. Et que ça soit au moins une demande. Les autres associations le font. C'est dommage que la Bonne Fabrique ne le fasse pas. Ok. Comme ça. Ouais, on simplifie effectivement. On parle de quelques centaines d'euros. Oui, mais sur la démarche, moi je suis d'accord. Voilà, il faut que tout le monde fasse l'effort d'aller demander à chacune des. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez commencé à discuter avec Sarcenat? De quoi? De tout. Il me semble que c'était dans votre programme aussi de faire un rapprochement vers Sarcenat. Oui, on a commencé déjà à remettre sur pied le SIGS. Ça, c'est un premier dossier qui nous occupe bien. Et pour l'instant, les relations sont bonnes. Donc, on a de très grands espoirs de faire de belles choses avec Sarcenat dans les années. Vas-y. On parle beaucoup de Sarcenat, mais il y a Coran qui Tout à fait. Je vois bien des gens de Coran qui viennent. Et je pense que ta demande, il faut ouvrir. Mais on le voit sur le SNC. Coran paye une subvention, la France paye une subvention, Saint-Pierre fait une subvention. Il n'y a pas de difficulté. Ça fonctionne dans plein de cas. Voilà. Simplement, là, on n'a pas cette réciprocité. Donc, il y a un moment, effectivement, être gentil avec tout le monde, c'est facile. Celui qui rouille et puis qui rouille ne va payer rien, tout va bien. Ça, c'est facile. Mais voilà, il faut un peu prendre ses responsabilités aussi. On ne joue pas avec notre argent, il faut jouer avec l'argent des Sapéards. Ce n'est pas parce que vous avez envie d'être gentil avec Sarcenat qu'il faut distribuer du fric aux Sarcenais. C'est pas normal. Alors, on ne joue pas avec l'argent des Sapéards. De notre point de vue, on assume un positionnement qui est celui de soutenir un EVS, qui est une initiative effectivement qui nous est enviée beaucoup et qui a fait beaucoup de petits tout autour de Sapé et dans le département et au-delà. Et donc voilà, c'est qu'on assume ça. On n'est pas en train de jouer avec l'argent. Et l'EVS, si j'ai bien compris, ça s'adresse surtout aux jeunes. L'idée, c'est de créer de la dynamique pour les gens. C'est multigénérationnel.
Il y a eu beaucoup de soirées qui ont été faites pour essayer de justement mixer les anciens avec les jeunes sur des notions de patrimoine, sur des anciennes photos. Il y a des choses très hétéroclites des soirées qui attirent à la fois des jeunes et des anciens. C'est pas du tout centré sur les jeunes. Et justement, vous avez des chiffres comme ça de quel pourcentage de la population par rapport aux âges fréquente les activités, etc. Alors, nous, on les a pas. On pourrait les demander à la Bonne Fabrique éventuellement si ça vous intéresse. C'est un travail, à mon avis, qui sera à faire en échange avec la Bonne Fabrique pour construire justement peut-être des Des activités communes, parce que voilà, on a vu paraître le fait de faire une activité commune CCAS Bonne Fabrique. Donc il y a une sorte de collusion, on commence à se dire, bon voilà, tout se mélange, on partage les bâtiments, on partage l'argent. Pourquoi CCAS Bonne Fabrique? Vous avez fait une soirée, je sais plus. Il y a eu un apéro des emplois organisé par le CCAS à l'occasion du concert de cette fille qui apparemment se faisait tous les ans. C'est sur la place du Michelin. Il n'y a pas eu de partage de Il n'y a pas eu de partage de. Non, mais voilà, ce partage d'événements, etc. Oui, donc, il y tout à a fait. du lien. Et donc, moi, je m'interrogeais sur le nombre de personnes de chaque catégorie qui fréquentent les activités. Parce que bon, la SNC, on va s'en douter, c'est des jeunes, mais combien de personnes âgées sont attirées? Quel type de personnes fréquentent la Bonne Fabrique? Les chiffres me paraissent toujours un peu flous. On a à environ 300, environ. Voilà, est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus dans les détails et avoir des chiffres clairs sur. Eh ben, je pense que ce sera l'objectif de l'année qui va s'écouler et du futur conventionnement qu'on imagine, c'est d'avoir un peu plus de retour sur les activités, de rentrer dans une démarche de coopération et de confiance avec les associations pour que justement on puisse se donner ces éléments. Là, on ne dit pas, on les avait pas demandés, on ne peut pas les inviter. Vous êtes d'accord pour pousser à demander une subvention? Je crois que le message a été entendu. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Alexis? Peut-être sur ces réflexions-là, moi je me disais que il y a vraisemblablement des travaux du beffroi de l'église qui vont devoir être entrepris. L'église, c'est un lieu patrimonial et c'est un lieu de culte qui appartient aux sapéiards. Ça va être payé par l'argent des sapéiards. Et il me semble que ça serait déplacé qu'on demande aux Sarcenais qui viennent prier dans l'église ou aux touristes qui habitent pas le village et qui viennent prier dans l'église, qui viennent juste visiter l'église, de contribuer différemment. Voilà. Ça, dans ce cas-là, on peut le dire pour tout. Dans ce cas-là, on facture le fait que les Provençais viennent utiliser le parc, le fait que le skatepark, il ait besoin de travaux, donc on appelle toutes les communes alentours à le financer. C'est valable pour tout. Oui, La Bonne Fabrique, c'est pour une ça structure comme ACL, comme autre chose. Donc, c'est pas la même chose que de se dire j'entretiens mon patrimoine, qui sont toutes les infrastructures qu'on a mis en place et qui sont utilisées par les associations, mais qui devraient être entretenues d'office par la mairie. Je ne comprends pas que ce soit à l'AEP, par exemple, qui aille chercher seul des subventions pour entretenir le patrimoine de la mairie. Non, l'église, c'est le patrimoine de la mairie, donc la mairie et les sapéiards, bien sûr, payent pour leur patrimoine. De même que demain, je vais visiter, Mais là, il y a pas une je ne sais pas, Grenoble, et personne ne me fera payer. Non, c'est pas ça, c'est que sur certains trains de subvention, c'est le département notamment, ou à la région, c'est les associations qui peuvent demander. C'est pas éligible à des subventions municipales. Donc, ça sert à rien que la mairie demande. Et Il y a des canaux l'association doit l'apporter et la commune supporte. C'est ça qui est fait simplement. Encore une Actuellement, fois, parce que ça peut changer tous les ans, ces trucs-là. moi, ce que je trouve, et en conclusion, c'est qu'on voit bien que la discussion, là, elle est polarisée autour de la relation SAPES-Arsenal, qui n'a pas été des meilleures dans les années à venir. Nous, on a la volonté de passer à un autre mode d'interaction avec Arsenal, qui est celui de la coopération et pas celui du bras de fer, qui a été celui des années précédentes. Donc, on assume aussi cette chose-là, que quand il y a des sapéiards qui vont utiliser la salle de l'Hermine ou participer à des associations ou des événements là-bas, et ben, Sarcenat ne nous demande pas d'argent. Et quand les Sarcenais viennent au SAPE pour aussi bénéficier de notre espace de vie sociale, de nos associations dynamiques, et participer à la vie de notre village, et on ne leur demande pas spécialement de venir participer au défraiement de locaux. J'ajoute que le rayonnement de ces associations fait que vous avez parlé des financements. Les financements CAF, Europe sont infiniment supérieurs aux financements que donne la commune. Et si l'ensemble il s'agit d'une dynamique globale, on participe, nous, d'un rayonnement qui fait que il y a un effet vertueux qui fait que ces associations rayonnent, attirent encore plus, trouvent d'autres subventions parce qu'elles rayonnent, versus un repli sur soi, on n'accueille que des sapéiards,
Et du coup, on a plus de subventions. Alors, moi, Ce qui, pour moi, c'est impensable. Moi, j'ai pas du tout de souci avec Sarsena, hein. Moi, je demande juste une équité, que chacun fasse l'effort d'aller chercher l'ensemble des communes participantes. Et j'ai aucun problème avec la commune de Sarsena et je n'ai pas de grief sur eux. Non, moi, tout ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, il y ait plus d'équité à mes yeux dans le traitement des associations, dans le traitement des subventions, qu'on ait plus de chiffres, plus d'informations. Mais les chiffres, je trouve ça un petit peu léger. Les chiffres, tu les as eus, à l'exception du nombre précis d'adhérents qui doit être 296 ou 303. Mais sinon, les chiffres ont été donnés ce soir. Oui. Pour toutes les associations. Il me semble que c'est globalement transparent. Moi, tu vois, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir combien d'associations, sur les associations, quel est le pourcentage qui dépend de nos impôts, que ce soit la CAF, le département ou les impôts locaux ici, et quel est le pourcentage qui est d'autofinancement. Aujourd'hui, il y a des associations qui ont des cotisations qui sont fixes, alors qu'ils vont évoluer en fonction des QF, etc. D'autres pour qui l'adhésion est complètement libre. Ce n'est pas d'un équilibre parfait. Donc, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas travailler pour lisser ça? Se dire qu'une adhésion, ça doit avoir le même coût peut-être pour tout le monde, ou tout le monde doit passer au QF, etc. On a une vision. Après, c'est la liberté associative, hein, quand même. Oui, mais vous, à l'instant où vous jugez préconiser de subventions, vous devez connaître ces chiffres-là. Vous devez, à mes yeux, être capable de nous dire l'AEB est autofinancée à autant, la Bonne Fabrique est autofinancée à autant. Pour moi, ça a une valeur, ça, de ne pas dépendre uniquement des impôts, quels qu'ils soient. Hein. La CAP, c'est nos impôts. C'est nos impôts. C'est pas moi qui peux donner la parole. Ça pour la prochaine fois. De toute façon, j'ai noté que dans le suivi des associations, il y avait un petit peu plus que ce qu'on a présenté aujourd'hui à présenter dans les conventions d'objectifs. Et dans le cadre d'une commission. Bien sûr. C'est pas le sort, mais oui, bien sûr. Et bien entendu. Très bien. Moi, ça me va. Ah. Je suspends la séance. Je vais donner la parole à EP. Oui, au niveau de la transparence, je pense que toutes les associations, on a rempli un dossier très fourni. Oui, mais nous, on l'a pas. C'est vrai que c'est ça pour moi qui est manquant. Ouais. Nous, il n'est pas communiqué, on l'a pas, il n'est pas en ligne, on ne peut pas le trouver, on n'a pas vos chiffres, quelle que soit l'association. Je trouve que ça. Alors, c'est quand même, comme on met nos chiffres à nous, oui, non, mais c'est que. Question de confidentialité, on ne veut pas que tous les habitants le consultent. Non, mais au sein du conseil municipal, quand on aura créé la commission. Bien sûr. Vous êtes bienvenue dans les. Le but, c'est de partager ça, justement. Bien entendu. Ouais. Ce qui serait la nouveauté. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire par rapport aux relations SAPE-SARSONA, depuis l'assemblée de la mairie, on a beaucoup souffert du manque de salles et il y a des activités qui n'ont pas pu avoir lieu pendant toute l'année 2025 par manque de salles. Et il y a une activité qui, heureusement, a été hébergée par Sarsona, c'est l'improvisation théâtrale. Et si Sarsona ne l'avait pas hébergée, elle n'aurait juste pas pu exister. Voilà. Mais moi, je n'ai pas de souci. À nouveau, je le redis avec Sarsona et je trouve ça très bien que ça coopère, que ça discute. Après, sur les salles, moi, je rejoins le fait que tu as dit que ce serait plus privatif les espaces de la Bonne Fabrique. Je trouve ça très bien et j'espère vraiment que ce sera le cas et que ce ne sera pas juste on laisse 1 heure par semaine pour faire une activité, mais que ce sera vraiment beaucoup plus équitable et je sais que c'est. Ok, on reprend la séance. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole encore à ce sujet? Des formulations d'avis? Je n'en vois pas, donc je vais mettre au vote. Je vous rappelle donc passer à ces affaires. Donc, la subvention pour la mise à disposition du local de 18 000 € à la Bonne Fabrique. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Pardon. Je dois préciser que cette subvention, c'est ça, c'est tout ça. Oui, alors je vais leur redire tout. Donc, l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 18 000 € correspondant au loyer annuel des locaux de la Jacobine. De préciser que cette subvention se substitue au présent dispositif de calcul fondé sur le prorata des adhérents SAPIA. De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Il y a des personnes qui souhaitent. Pardon. Le titre, il est bizarre. Demande de subvention pour mise à disposition. Enfin, moi, j'aurais imaginé. On voit bien le double cadeau. C'est le double cadeau. C'est vous avez les locaux et en plus, on vous subventionne pour avoir les. Dans le texte, on comprend, mais le titre, je trouve qu'il est.
Ben écoute, oui, effectivement, je sais pas trop comment le formuler différemment, parce qu'en fait, on leur a demandé de payer un loyer et on leur rembourse le loyer avec une subvention. Donc, Ça n'a pas de sens. Ou alors, on mise à disposition gracieuse des locaux. Ça peut rajouter quelque chose ou enfin, subvention exceptionnelle. Enfin, Une subvention exceptionnelle. Hein. subvention exceptionnelle, c'est le titre. allez, est-ce que ça va si je mets subvention exceptionnelle? Bah, si ça va aux autres. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bah, elle n'est pas exceptionnelle, elle se renouvelle tous les ans. Elle Oui, est c'est exceptionnelle pas- pour cette année parce qu'on a dit qu'on y mettrait fin, nous, l'année prochaine. Subvention supplémentaire. Complémentaire. Complément. Il n'y a pas de bonne façon de le formuler. Écoute, pour la bonne forme, je préfère qu'on laisse comme c'était, d'accord? Subvention de la bonne fabrique pour mise à disposition des locaux. Et le texte ensuite explique la démarche et le dispositif. Donc, je reprends la mise aux voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Attends. Et par contre, il faut noter un petit résumé de ce qu'on a dit là sur la dernière délib et celle Alors, sur cette délib et la précédente, tu notes une petite Ouais. phrase sur ce qu'on a Oui. dit. Là, j'ai noté que tu avais. Alors, je ne sais pas après comment c'est relevé, hein, mais. non, mais moi, ce que je Voilà. on va pas tout relire. T'as noté un truc. En fait, J'ai noté, ouais. déjà, ce serait bien qu'à chaque fois que vous souhaitez, il y a un truc de noter, le dire à Pascal, parce que sinon, Ouais. le boulot de secrétaire est assez dur. Mais pendant que vous le dites, parce que du coup, après, sinon, elle essaye de faire un résumé de tous les Bon, échanges. j'ai noté, après on verra. Et voilà. Juste, vous nous dites au PV si c'est pas suffisant, on fait des modifications. Et voilà, parce que c'est quand même un sacré boulot que de prendre en note des discussions qui sont à la fois dans le levé de séance et tout ça. C'est ce qu'on a dit sur la fait que ce serait bien qu'il y ait une demande de Oui, oui, tout à fait, j'ai noté. Elle a quand même noté pas mal de choses. Après, ce sera peut-être pas rédigé comme ça, finalement. Non, J'ai pris les notes, quoi. Alors, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Oui. Deux doubles cadeaux, Dominique Escarmon et Florian Delru. Est-ce qu'il y a des abstentions? Et donc, est-ce qu'il y a des voix pour? 13. On avait compris. Eh bien, c'est adopté, merci. La troisième délibération, alors c'est une délibération qui concerne une convention pour mettre à disposition pour des interventions, des réunions d'instances et de groupements des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail. C'est une délibération qui a été préparée et une convention qui a été travaillée entre le SDIS, notre caserne, et Solène. Je vais essayer de la résumer, mais je n'aurai peut-être pas complètement tous les éléments. Vous avez en annexe la convention, je vais la ressortir pour essayer d'y voir plus clair si besoin. Donc, c'était un de nos engagements également de campagne, de travailler avec la caserne pour essayer de faciliter le fait que des personnes qui travaillent sur le SAPE puissent être pompiers volontaires. Et quand on en avait discuté avec eux, ils avaient dit qu'il y a 20 ans, il y avait une convention qui existait et qui permettait aux employés communaux qui, par essence, sont présents une grande partie du temps sur le SAPE en journée, de pouvoir accéder, s'ils le souhaitent, aux formations et ensuite aux interventions, et donc d'être partie prenante dans le dispositif de notre caserne. Donc, on a souhaité renouveler cette convention. Voilà, donc ça, c'est l'intention. Je lis cette convention. Définit les modalités selon lesquelles les agents de la collectivité exerçant une activité de sapeur-pompier peuvent être autorisés à s'absenter de leur poste de travail afin de participer aux interventions, à des réunions d'instances ou à des réunions de groupement. Donc ça s'inscrit dans le cadre des dispositions du Code général de la fonction publique et du Code de la sécurité intérieure relatives au volontariat des sapeurs-pompiers. Donc c'est une convention type qui est faite avec un certain nombre de communes déjà en Isère et ailleurs. Je précise, parce que ça m'a été expliqué, que l'employeur peut toujours refuser la mise à disposition du pompier une fois qu'il a été formé, si on considère qu'il y a certaines plages de travail qui sont prioritaires ou où ça viendrait atteinte à la continuité de service. Voilà, donc on a défini à 15 jours par an le nombre minimum d'autorisation d'absence. Maximum. Voilà, c'est marqué minimum ici. C'est bizarre.
Là, c'est minimum. Ouais. Oui, c'est C'est minimum. Hein. Je pense que c'est à partir du minimum. C'est la convention type. Oui, oui. Non, mais du coup, pour essayer de l'expliquer, c'est à partir du moment où il y a un agent qui rentre dans le dispositif, on doit chaque année quand même lui permettre de participer au moins 15 jours par an, sinon ça ne sert à rien de signer la convention si on lui refuse. Et il doit se former chaque année. Il doit se former et il doit prendre des moments d'astreinte et ce genre de choses. Voilà. J'ai pas plus de choses à vous dire, sauf si vous avez des questions et auquel cas on regarde plus en profondeur la convention. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Il y avait des volontaires, donc on a des. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a eu un moment, un agent de la mairie qui était sapeur-pompier et qui intervenait de temps en temps ici, de temps en temps sur une autre caserne. Ça permettait de régir un peu sa mise à disposition. Pardon? Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou demandes de précision? Je le mets au voix, ça va tout le monde? Est-ce qu'il y a des avis contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Pour nos pompiers, pour notre caserne, en espérant que ça fasse susciter des vocations. La dernière délibération, ah oui, c'est la fameuse DM. Donc, on a souhaité tracer au travers de cette demande de modification budgétaire des mouvements qui permettent de clarifier dans nos comptes là où on souhaite affecter des crédits. Donc, notamment, avait été inscrit 5 500 € au budget par l'ancienne municipalité sur les subventions aux associations. Même si dans les faits, c'était pas 5 500 € qui avaient été donnés aux associations, j'ai plus le chiffre Nicolas, mais c'était… 5 500 plus 5 000 SL plus 800 au bouton d'or, autrefois dans le budget du CCAS. Voilà, donc c'était 5 500 plus 5 000 plus 11 300. Voilà. Donc là, on régularise et on assure la sincérité budgétaire en affectant en recette plus 6 800 € puisqu'on a eu des retours des services fiscaux qui nous disent qu'on va toucher plus de droits de mutation sur les transactions immobilières. Donc, on en affecte une partie, c'est 6 800 € en recettes et en dépenses aux subventions aux associations. Donc, ça pour clarifier le fait qu'on budgète bien 13 300 € pour les associations cette année. Et puis, on a aussi une baisse de 1 300 € suite au recalcul des charges supplétives de la crèche. Le montant dû par la commune de Sarcenat est inférieur à celui inscrit au budget. Il convient donc en conséquence, voilà, il y a eu des recalculs des montants qu'on doit, que Sarcenat doit nous rembourser pour ce qui concerne les charges supplétives de la crèche. Et donc, du coup, il y avait 1 300 € qui étaient inscrits en plus. Donc, après le recalcul des services des différents montants, on baisse cette recette de 1 300 € pour coller à la réalité budgétaire de ce qui va se passer. Et on baisse du coup une ligne sur laquelle on a vu qu'on n'allait pas tout dépenser, qui est la fourniture de petits équipements, où là aussi, on peut baisser de 1 300 €. Vous avez en fait deux lignes à chaque fois qui sont liées, une recette en plus et une dépense en plus, et une recette en moins et une dépense en moins, avec la somme qui est faite en dessous, mais qui est juste une réalité budgétaire et pas de réalité autre. Est-ce qu'il y a des questions sur ces mouvements budgétaires? Oui. Moi, c'est sur le choix de réduire les fournitures de petits équipements. C'est quand même l'outil de travail des services techniques. Moins 1 300. Pourquoi cette ligne-là? Il y avait ça, vous voyez, est à mes yeux pas génial. Il y a des choses qui avaient été budgétées sur cette année et qui peuvent attendre l'année prochaine et qui, des services techniques et en concertation, en travail avec eux, nous ont dit non, on ne va pas acheter ça cette année. J'ai plus en tête les équipements, mais en tout cas, ça a été travaillé avec eux. D'accord. Il y a toujours des stylos dans la mairie. Ouais, les stylos, ça m'inquiète pas, c'est plus le futur autophile, tu vois, qui m'inquiète un peu plus. Le fait qu'on puisse entretenir nos bâtiments, nos espaces verts me paraît important. Franchement, c'est leur outil de travail, quoi. Cette diminution n'obère pas de notre capacité à réaliser nos missions, mais de concert avec les services techniques, ils ont jugé que c'était possible de décaler ces dépenses et de l'acheter l'année prochaine, par exemple, ces équipements, alors qu'ils avaient prévu de les acheter cette année. C'est ça le truc.
Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'éclaircissement ou des questions sur ce sujet? J'en vois pas, je le mets aux voix du coup. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé, donc c'est la fin du conseil municipal. On continue la séance pour ceux qui veulent rester, mais le public, si vous voulez partir, vous pouvez, avec des questions diverses, ouvertes aussi à la visio et au public, avec une première question qui est un retour sur la réunion qu'on a eue avec les services du PLUI de la métropole et sur la prochaine modification, Jean-Louis. Oui. Bonsoir. Au revoir. Le PLUI, c'est une grande machine qui est dans les mains largement de la métro, il faut en être conscient. Et donc, régulièrement, il y a des procédures de modification du PLUI. Actuellement, on va commencer la 6e modification. Et la modification, c'est une procédure qui va durer dans les 2 années. Et le premier stade de la modification, c'est de recenser les besoins des communes. Après, l'année suivante, en fait, donc on en est au stade de recenser les besoins de la commune. C'est pour ça qu'il y a eu une première réunion préliminaire nous expliquant qu'est-ce qui pouvait être recensé. Il y aura de nouveau un passage en mairie, au mois d'août d'ailleurs, et ils sont ouverts à toutes les propositions qu'on fait, ils recensent. Et après, l'année prochaine, il y aura une concertation préalable organisée au niveau de la commune. Et en 2008, il y aura une enquête publique avant que 2028. Et il y aura une enquête publique avant de la mise en place de cette procédure de modification. Donc, actuellement, notre première réflexion, c'est on a constaté qu'il manquait dans la liste des éléments de patrimoine à préserver de nombreux éléments. En fait, cette liste est très brève et on envisage de rajouter des granges à cette liste. Peut-être que Brigitte, d'ailleurs, a fait le tour, un premier tour préliminaire. On a commencé à faire le tour avec les services de l'urbanisme. Éventuellement, si on pourrait rajouter. Il faut identifier des éléments patrimoniaux qu'on viendrait un petit peu préserver, enfin, mettre des contraintes un peu sur leur modification, c'est ça, au sein du PLUI. Ça serait un peu plus contraignant s'il y avait des transformations demandées dans le cadre de déclaration de travaux, de permis de construire. Ok. Ça donne des outils supplémentaires pour refuser des choses. Ouais. Ou en tout cas contraindre. Aujourd'hui, il y a relativement peu d'éléments. Là, on prend un peu à l'avance. Et pour le coup, d'autres communes ont fléché beaucoup de bâtiments sur les années précédentes. C'est ça. Je ne sais pas. C'est très variable, en fait. En fait, après, c'est que des outils en plus. On les utilise ou pas. Ça a l'intérêt. Oui, c'est un outil et un potentiel. Voilà, ça n'empêche pas. Après, il y a une autre chose qu'on envisage de compléter, c'est la liste des emplacements réservés pour l'activité touristique. Et ça, on peut notamment réserver des emplacements pour des chemins piétons, en fait. C'est ce qui permet, pour des chemins piétons déjà actifs, mais pas officialisés, de les marquer. Et si le propriétaire s'y oppose, il a le droit de réclamer qu'on achète le terrain. Mais enfin, ça permet de légaliser des passages, en fait. Donc, notamment le long de l'Avance, où on est en train de construire un cheminement, ça pourrait être utile. Travers les champs aussi, peut-être. C'est vrai que le chemin existait. Qui serait bien. Mais... Non, mais je note. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais mentionner ou c'est déjà les 2 axes qu'on a identifiés de travail principaux de travail qu'on a.
Ok. Pardon, tu as dit premier stade recensement des besoins de la commune. Non, j'ai mis marqué besoin, mais c'est pas besoin. Les besoins d'identification des éléments patrimoniaux. Des besoins de la commune, oui, c'est comme ça que c'est exprimé. Mais j'imagine qu'on peut aussi, en tant que commune, dire on aimerait bien passer urbanisable telle zone, on pourrait, les besoins de la commune, c'est très vague, très large, non? Effectivement, il y a un potentiel de suggérer des changements, mais c'est pas ça peut venir d'ailleurs. D'ailleurs, même des gens, personnellement, peuvent s'adresser à la métro. Après, ça passera dans la mobilette de la C'est étudié dans la phase de construction de cette modification. Oui, effectivement, au service urbanisme, on a 2 demandes qui sont arrivées. L'une pour transformer en agricole une zone constructible et le contraire pour transformer une zone agricole. Ton intervention, elle est à titre d'information ou tu souhaites nous impliquer sur ces questions de cheminement de piétons ou c'est Je pense que c'est purement informatif. Enfin, ceci dit, c'est... Il y a une commission qui existe depuis d'un chemin En décembre 2006, on passe 2026. 2026. C'est parce que j'ai écrit, c'était 2023, j'ai mis le 6. On a 6 mois. Il y a 6 mois. Oui, il y a 6 mois. Non, mais c'est bien, c'est un délai raisonnable. On parlait de 3 semaines, c'est sûr. Donc on a la commission urbanisme pour aider à identifier les éléments patrimoniaux et la commission sentier voirie pour identifier s'il y a des endroits où on peut mettre des espaces réservés pour essayer d'avancer sur ces histoires de cheminement. Merci encore Pascal qui note un certain nombre de choses dans le PV. Je passe au deuxième sujet, si ça vous va. Donc, on est sollicité, comme chaque renouvellement de conseil municipal, enfin d'élection municipale, pour le transfert de ce qu'on appelle les pouvoirs de police spéciale du maire au président de la métropole. Donc, c'est un sujet qui est un poil compliqué. Je vais essayer de vous le résumer et Dominique, tu pourras aussi compléter puisque tu avais confronté à cette question il y a 6 ans. Donc, du fait qu'on ait transféré un certain nombre de compétences à la métropole, enfin, du fait que la métropole ait un certain nombre de compétences, trouve qu'il y a des métropoles, il y a un certain nombre de pouvoirs de police spéciales qui sont transférés automatiquement avec. Mais la loi a prévu que le maire et le conseil municipal peuvent s'opposer à ces transferts en prenant un arrêté. Pas une délibération, c'est un arrêté. Mais pour moi, c'était important qu'on le discute ensemble. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 catégories de pouvoirs de police spéciales qui sont transférés à la métropole. Je vais essayer de vous les relister. Il y en a un qui concerne l'assainissement. Il y en a un qui concerne la gestion des déchets. Il y en a un qui concerne la publicité extérieure, les emplacements de taxis, je sais plus. Est-ce que je pourrais regarder parce que j'ai ouvert sur mon ordinateur? J'avais le fichier en PDF, c'était clair. Donc l'assainissement, la collecte des déchets, l'aire d'accueil ou les terrains de passage des gens du voyage, la circulation et le stationnement, c'est sur cela qu'on va surtout discuter et je vous expliquerai pourquoi. La délivrance des autorisations de stationnement de taxi, la sécurité des bâtiments publics des immeubles collectifs, la ZFE et la publicité extérieure. Donc, grosso modo, le mécanisme, c'est si la commune ne dit rien, tous ces éléments de pouvoir de police spéciaux sont transférés au président de la métropole. La première chose à savoir, c'est que bien qu'ils puissent être transférés, le maire conserve la possibilité d'agir sur ces éléments par arrêté au titre de son pouvoir de police général. Donc, en fait, on peut décider de transférer ça à la métropole, qu'elle prenne des arrêtés là-dessus, et si on n'est pas d'accord, de surseoir à ces arrêtés par un arrêté municipal. On garde notre capacité quand même à faire des choses. Ensuite, il y a un mécanisme qui fait que si toutes les communes ne transfèrent pas ce pouvoir de police spéciale au président de la métropole, le président de la métropole peut les refuser. Et donc, en fait, notamment sur les aires de gens du voyage, la sécurité des bâtiments publics, la publicité extérieure, et le dernier, excuse-moi, la dernière fois, le président de la métropole avait refusé de les prendre, et les stationnements de taxi.
Voilà. Parce qu'il y avait très peu de communes qui avaient décidé de pourquoi pas les transférer, et donc du coup, il les avait refusés. Là où ils ont été acceptés, c'était sur la ZFE, sur la collecte des déchets et sur l'assainissement. Donc, de ce que j'ai compris, en fait, c'est la capacité du président de la métropole et ensuite par délégation dans les services de pouvoir avoir des actions sur le règlement d'assainissement. Et donc, pourquoi pas de faire des contrôles et d'avoir des actions en faveur de l'application de l'assainissement et sur la collecte des déchets aussi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables des déchets sauvages, des dépôts sauvages et tout ça. Ça, c'est de la compétence du maire. Mais sur les règles de collecte des déchets, le président de la métropole peut prendre des arrêtés qui sont contraignants vis-à-vis du schéma de collecte des déchets qui a été pris. J'en viens au fait, la principale compétence sur laquelle ça peut avoir une incidence, c'est les arrêtés de circulation et de stationnement. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui pour la commune du Sapet, quand il y a une entreprise qui demande un arrêté de circulation pour pouvoir intervenir soit sur la chaussée ou soit sur une maison et faire une déviation parce qu'il a besoin de place, c'est instruit par les services techniques qui écrivent un arrêté, le soumettent au maire qui le signe, et ensuite cet arrêté est donné à l'entreprise pour qu'il puisse réaliser ses travaux en conformité avec les règles de circulation, et donc le pouvoir de police spécial du maire. Il y a deux choses qui sont pas forcément bien coordonnées quand on fait ça, c'est que la métropole, elle a le pouvoir de police de conservation du domaine public. C'est-à-dire qu'elle est en charge de s'assurer que, par exemple, quand il y a des travaux qui sont faits sur la route, sur la chaussée, elle est bien remise en état. Parce que c'est son patrimoine et ça lui appartient. Donc, des fois, il n'y a pas forcément une bonne coordination entre des communes qui délivrent des arrêtés de circulation avec des travaux qui sont faits sur la chaussée et la métro qui n'est pas au courant de ces travaux et donc qui n'agit pas pour s'assurer qu'il y a une bonne conservation de son patrimoine. Donc ça, c'est un des arguments qui va en faveur du fait de mutualiser les deux au niveau de la métropole. L'écueil qu'on peut voir, c'est de se dire, les services de la métropole, ils ne sont pas tout le temps là dans la commune. Donc, peut-être en délivrant un arrêté de circulation, ils ne vont pas se rendre compte qu'il se passe ça dans telle rue dans la commune, et donc ça ne va pas parce qu'on a prévu de faire passer des choses, où il y a des manifestations ou tout ça. Donc ça, j'ai posé la question notamment aux services et à certains maires qui avaient transféré ce pouvoir de police. Et donc, les services de la métropole, avant de délivrer l'arrêté, ils consultent les services techniques de la commune pour leur dire, on a eu cette demande, ça va se passer du temps au temps, ça concerne telle rue et tel machin. Est-ce qu'il y a des choses, vous voyez des choses spécifiques ou pas? Et ensuite, il y a la réponse et c'est eux qui gèrent ensuite. Donc, à chaque fois, l'arrêté de circulation et l'arrêté de conservation qui sont bien coordonnés. La dernière chose, c'est que le maire continue de pouvoir prendre des arrêtés aussi pour surseoir aux arrêtés qui mettraient en danger, par exemple, des biens ou des personnes. Donc, moi, la proposition que je voudrais faire, c'est de transférer, et puis principalement, ce pouvoir de police spéciale de circulation et stationnement pour que, à la fois, on décharge un peu de temps des services qui rédigent les arrêtés et doivent vérifier tout ça, qu'il y ait une meilleure coordination avec le service de conservation du domaine public de la métropole et avec les garde-fous qu'on a, qui sont que le maire garde la possibilité de prendre un arrêté pour surseoir aux arrêtés qui auraient été mal pris et la concertation qui a lieu et qui m'a été rapportée par d'autres communes entre les services de la métro et les services techniques de la commune pour s'assurer que les décisions qui sont prises sont bien en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Voilà. C'était comment sous le précédent mandat? Dominique l'avait gardé. Je l'avais gardé, oui. J'avais pas Tout ce qu'on donnait à la métro, c'est mort. Ça veut dire quoi, mort? Ça veut dire qu'après, on ne contrôle plus. C'est-à-dire, on n'est plus au courant, on ne maîtrise plus, il fait ce qu'il veut. Okay. Si vous arrivez un jour à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme travaux, quand ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Il n'y a pas que qui font des travaux. Moi, par exemple, ils ont fait une tranchée pour installer la fibre derrière chez moi. Autorisation de voirie, on est au courant. On a signé un papier. Oui, mais c'est vrai qu'il n'est pas sûr qu'il y a eu une autorisation un arrêté de conservation du domaine public qui est bien en phase avec ça. Et donc, si ça se trouve, il y a eu une réflexion de la voirie qui n'est pas du tout en phase avec. Voilà. En tout cas, on est au courant pour répondre à Pascal. Donc, ça, on perd en coordination là-dessus, quand même, pour l'entretien et le maintien du domaine public. Le risque, c'est qu'on remet très loin, les décisions sont très locales. C'est pas. En fait, pour eux, il y a un bureau signé, je coupe la route ici.
pour un mois, voilà, enfin, on fait ci, on fait ça, et puis après, on se retrouve avec un hameau isolé parce qu'ils n'ont pas pensé qu'il y avait une route qui allait au hameau. Après, on se retrouve avec des gens qui viennent à la mairie en disant ah, pourquoi il y a ça? Ah, ben, je ne suis pas au courant, on n'a rien vu passer. C'est tout comme ça. Voilà. Donc, plus on garde de levier, plus on a une chance, parce que même tout ça, ça reste problématique, on a une chance de savoir à peu près ce qui se passe et d'avoir un petit pouvoir pour dire non, ça, vous arrêtez, ça, vous ne faites pas comme ça, vous le faites en même temps que ça, etc. Sinon. La question, enfin, le point que soulevait Gilda de la remise en état après des voiries, toi, tu n'es pas sensible à cet argument-là? C'est à nous de dire, on renvoie systématiquement tous nos arrêtés. Ça, ils font quoi? Après, on a des arrêtés qui font plein de travaux. Souvent, c'est pris du jour au lendemain ici dans la commune. Il y a pas de leur envoyer. La conservation, il ne sera pas fait, arrêté de conservation. Ou dans lequel on définit les prescriptions que l'entreprise doit tenir pour remettre en état la chaussée, par exemple. Ça, c'est le déclenché de fait. Le règlement de voirie, il s'impose quel que soit le pouvoir de police, ça n'a rien à voir. Écoute, c'est ce que. Non, mais c'est un sujet complexe, on est d'accord. D'accord. Mais en gros, le règlement de voirie, c'est de dire si on fait un trou dans la voirie, il faut la remettre avec ça d'enrobé, ça de gravier, enfin, il y a des règles comme ça. Oui. Si on met un réseau, il faut l'implanter à telle profondeur, enfin, il y a des kilos de règles comme ça. Mais celui-là, il s'impose quel que soit le pouvoir de police. Ça n'a rien à voir avec ça. Le pouvoir de police, c'est le fait de garder le contrôle sur le fait qu'on n'autorise pas un truc. Si on ne garde pas ce contrôle, après, ils viennent comme ils veulent, ils délèguent à quelle entreprise ils veulent, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, et on peut être au courant, mais pas forcément. Les entreprises viennent, après, elles te mettent un papier qui est signé par un coup de tampon en bas, et toi, tu as un mot bloqué. Tu as compris l'argument. Il y a d'autres personnes qui veulent donner leur avis sur ce sujet. C'est un argument que tu partages, Laurent? Ah oui, complètement. Il faut garder le plus possible. Par expérience. Oui, tout ce qui est local, c'est vite fait, quoi. Ah oui. Là, tu demandes au service technique, paf, c'est fait. Là, on va demander à quelqu'un qui va demander au service technique. Non, ça va repartir, ça va. Enfin, on a fait que ce ça. Voilà, ça complique le process. Alors, ça peut se faire en local facilement. Gilda, je sais pas si j'ai compris, mais est-ce que quand il faut déneiger le parking, évacuer les voitures, ça rentre dans ce cadre-là ou pas? Je pense pas, mais en tout cas, moi, si. Non, mais en fait, ce qui est dit, c'est que le maire peut toujours prendre des arrêtés complémentaires. Oui, mais en fait, la difficulté, c'est que tu as une situation à un moment donné, tu ne décides pas quand ça va se passer. Donc, il y a une situation qui déboule, oui. Et toi, il faut que tu prennes un arrêté complémentaire d'une situation qui est en train de tourner à l'émeute. Donc, après, tu interviens la casquette, mais ça passerait, ça tournerait à l'émeute, je ne comprends pas. Si un matin, tu vas t'apercevoir que plus personne n'a accès au parking parce qu'ils ont décidé de passer je ne sais quoi en travers. Là, on sera au courant puisqu'on aura reçu la demande et on aura validé cette demande. Ils auront le pouvoir de signer les papiers, de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est à décision, mais c'est pas ce qu'on nous a dit dans les services. Oui, non, les communes que j'ai consultées pour leur demander si justement il y avait un travers à faire ça. Et quelle commune je me suis renseigné sur certaines communes. Et quelle commune, par exemple? Et je ne vais pas te dire de nom. Ah, c'est secret, très bien. Mais c'est juste pour dire que ça fonctionne. Moi, j'ai vécu pendant 12 ans avec ces gens-là. Je sais exactement comment ça se passe, je peux te dire, tu me regretteras, parce que les communes qui te disent ça, je ne sais pas qui c'est, puisque tu ne peux pas me le dire, mais en tout cas, la difficulté, c'est qu'après, on perd le contrôle, mais ce n'est pas un souci. Ok. Alors après, je comprends que tu viennes de la métro et je comprends que tu te fâches avec tes copains, mais c'est pas la bonne chose. Parce que ça n'a rien à voir. C'est pas juste ça, Dominique. Ah, si. Non, c'est pas juste ça. Alors, tu me dis avec quelle commune et je comprendrai une fois l'argument. Parce que moi, j'ai vécu plein de communes qui avaient fait ça, ils ont regretté amèrement ce truc-là. Voilà. Très bien. Ok. Avant cet échange, toi, suite à ton branchement d'antenne, tu t'étais dit que ça pouvait être opportun de le faire? Moi, sur les argumentaires qui étaient présentés, je trouvais ça intéressant. Parce qu'effectivement, je me rends compte qu'on signe plein d'arrêtés en last minute et qui, du coup, entraînent derrière qu'il n'y a pas de coordination avec la conservation du domaine public. Effectivement, il y a un règlement de voirie, mais s'ils ne le suivent pas, il n'y a personne qui va venir regarder ce qu'ils ont fait. Et disons qu'il y a une vision de se dire la métropole, c'est un truc de coopération où on essaye de travailler tous ensemble et de mutualiser des choses. Et il y a une vision de dire il n'y a que des nazes à la métro, donc il faut qu'on en garde au maximum parce qu'ils font jamais leur boulot. Non, c'est pas ça. Si, quand même. Là.
c'est pas ça. Plus tu éloignes les centres de décision de là où il y a l'action, plus tu complexifies, plus tu rajoutes de personnes au milieu, plus ça complexifie et tu as plus de risques. C'est tout. Oui, mais ça dépend quel est le but, Laurent. Le but, c'est quoi? De garder la main. Ça veut dire quoi, garder la main? Non, mais garder la main, c'est pas ça. Garder la main, c'est que toi, tu sais où c'est le churu. Le gars qui est dans un centre technique à Visil, qui est en train de programmer un truc, il sait même pas ce que c'est le churu. Bah, juste envoyer un mail à Richard en lui disant j'ai préparé tous les papiers, j'ai regardé les documents. C'est Richard, mais il y a que toi qui sais qui c'est, Richard. Bien sûr que si, puisqu'ils ont le contact et ils contactent les services techniques. Enfin, je vais quand même demander des. Non, mais tu vas voir sur leur mail, fais sortir la liste des gens qui ont demandé un truc à Richard. Tu peux pas regarder. Et je dis pas que ça arrive pas, mais c'est pas pratique. C'est pas le cas général. Ok, j'ai compris votre point de vue. Voilà. C'est-à-dire, nous, on imagine que effectivement tout est organisable, tout peut fonctionner, mais à l'échelle des 49 communes, quand on se retrouve avec quelqu'un qui doit organiser un truc, bah, il ne sait pas, statistiquement, il ne sait pas qui est Richard, il ne sait pas qui t'es, il a à peine, tu sais, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour, tu appelles les urgences à la métro, tu as des scènes surréalistes parce qu'ils ne savent pas où c'est, ils t'envoient quelqu'un dans Beldon, le mec t'appelle, je suis à Venon, je ne trouve pas, c'est ce que je fais. Bon, il faut prendre en compte cette réalité que c'est vaste, ça va de Séchillienne à Yaré là-bas, c'est assez compliqué finalement. Donc on ne peut pas en vouloir au gars qui est dans un centre technique à Vif, à qui on demande d'aller faire un truc au SAP, c'est pas son secteur. Okay. Donc tu passe à côté de plein de trucs, c'est ça le problème. Ouais. Ok, entendu. Est-ce que si on décidait de transférer des choses, est-ce qu'en cours de mandat, on peut révoquer ce transfert ou pas? On ne peut pas révoquer. Définitif, c'est fait pour le mandat. Ouais. Donc, quand tu dis que tu ne peux pas prendre un arrêté, c'est ponctuel. Un truc pour sursoir. Si, tu pourras tout le temps, au titre du pouvoir de police général, en fait. Oui, mais le maire garde ce pouvoir de police et peut dire, là, il y a un arrêté qui est pris, mais je trouve qu'il n'est pas... il menace la sécurité ou il y a quelque chose qui ne va pas, j'en reprends un. À chaque fois. Tu peux toujours... Oui, d'accord. Il y a une... Mais voilà, mais on est dans le collectif, c'est-à-dire le problème est arrivé. Donc mais oui, j'ai entendu. Voilà, le maire peut agir pour essayer de débloquer une situation. Moi, ce que j'explique, c'est que pour éviter de se retrouver dans la mouise, bah, on évite de déléguer ça. Voilà. Ok. Que c'est le seul, du coup, que vous contestez l'intérêt ou c'est... Sur les autres, il n'y a pas trop de questions, en fait. Pas de questions sur les autres. Non, il n'y a pas trop de questions parce qu'il y en a beaucoup que le président va rejeter parce qu'il ne veut pas prendre. Il n'y a pas les services pour gérer. Et sur l'assainissement, la collecte des déchets et la ZFE, bah là, il y a des choses en place et le pouvoir police, il est très, très limité et très spécial. Donc, c'est vraiment sur celui de circulation qu'il y a un enjeu. Ça sera fumé? Ouais. Je passe au sujet suivant. Depuis novembre 2025, il y a à peu près 130 ou 150 personnes qui ont été accueillies dans les locaux de la métropole. C'est des personnes qui étaient en situation de ne pas avoir de logement, des familles, des gens seuls. Et il y a un moment, je crois l'historique, c'est qu'ils ont commencé à occuper les métros. C'est des gens qui ont été virés, alors c'est SDH, je crois. C'est l'office d'HLM de la métropole. Ouais. Je crois que c'est SDH qui a viré ces gens qui étaient dans des appartements moins en squat, quoi. Ça a commencé comme ça. Et donc SDH les a virés. Ils sont venus dans les locaux de la métropole pour dire ils sont venus à la métropole. On n'est pas d'accord, faites quelque chose, c'est vous la métro, la SDH. Et la situation, ils ont occupé, et au bout d'un moment, ils se sont installés. Et le président de la métropole a décidé de les installer là temporairement parce que c'était l'hiver, parce qu'il y avait des familles et parce qu'il fallait bien les mettre quelque part. Et donc, ils habitent depuis 6 mois dans des salles de réunion, dans des toilettes, enfin avec des toilettes de bureau. C'est dans les locaux de Malraux qui sont place André Malraux. Donc, il y en a un certain nombre qui ont été relogés depuis. Il en reste à peu près une trentaine des comptes qu'il y a de personnes. Et donc, du coup, il y a eu un appel aux communes pour savoir s'il n'y avait pas des communes qui avaient des biens qui pouvaient mettre à disposition, des maisons qui n'étaient pas occupées, des appartements communaux, ce genre de choses.
Nous, on a regardé un peu, mais en fait, ces personnes-là ne souhaitent pas venir au SAPE parce ils ont des démarches administratives et cherchent à bosser aussi en bas. Donc, ça ne les intéresse pas. Et donc, la proposition qui est faite là, enfin, la demande qui est faite de la métropole, c'est les communes qui n'ont pas pu mettre à disposition ou ne souhaitaient pas mettre à disposition des biens pour participer à cette réforme sont sollicitées pour participer à un fonds entre guillemets, de solidarité intercommunale pour trouver des solutions et notamment faire de l'accompagnement de ces personnes qui passeraient par une association qui s'appelle Internet pour tous pour pouvoir les aider dans l'accompagnement et de trouver un logement et aussi les aider un peu socialement. Donc, l'ordre de grandeur de ce qui est demandé, ce qui est proposé, ce n'est pas une demande, c'est une proposition, c'était autour de 55 centimes par habitant. Donc, je n'ai pas fait le calcul précisément, mais je me suis dit que ça faisait à peu près 600-700 euros pour nous à l'échelle de la commune. Voilà. S'il faut qu'on aille sur ce dispositif, il faudrait qu'on se positionne en septembre. Je voulais mettre le sujet au débat pour qu'on puisse en parler avant d'arriver au conseil municipal. Nous, on a encore des logements qui sont dispo. Alors, on a des logements qui sont pas des logements qui sont des logements qui sont remis en location. Ouais. Qui sont toujours disponibles. Ouais. Donc à l'instant T où la métro nous interroge, on a des logements disponibles qu'on leur a proposés et qu'ils ont refusés. Ouais, enfin, j'ai dit aux services qui les accompagnent, non, moi, je n'avais pas pensé au logement parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est sûrement des situations qui vont durer un certain temps. C'est des sans-papiers. Il y a des sans-papiers. On est sur un vrai accompagnement social. Genre. Ouais, 1,5-2 ans minimum. Donc, on s'est dit que les logements communaux, on les gardait à la location. Il y avait la question du logement d'urgence qui est dans la cure. Mais parce que c'est des gens qui travaillent. On est sur. Pas tous. Il y en a beaucoup qui sont des Deliveroo et compagnie. C'est ça. C'est soit des livreurs à vélo. On est sur des gens qui potentiellement qui n'ont pas forcément de statut régularisé. Oui. Et s'ils étaient dans un logement, on pourrait trouver un modèle pour qu'ils participent un petit peu, même si ce ne sera pas à la hauteur du loyer, on s'entend. Et l'effort social pourrait être là, dans un accompagnement plus global, on accueille. Oui, ça pourrait. Et on l'accompagne comme ça. Moi, je trouve, voilà, du fait la demande initiale de la métro, à ce que je comprends, c'était est-ce que vous avez des logements? Nous, on en a. On ne part pas plutôt sur cette offre-là. Alors, j'entends que c'est peut-être plus compliqué pour eux, mais s'ils ont besoin de se loger, hein, donc, c'est difficile tout le temps. C'est une vision. Après, il y a la question de pourquoi la SDH les a sortis alors qu'ils étaient abrités. Hein. Ça aussi, le problème de départ, parce que ce qui a mis le feu au poudre, c'est cette affaire-là. Oui. Et pour l'instant, ils occupent des. Mais non, ils ne cherchent pas à trouver des raisons. C'est l'enjeu, c'est qu'ils ne payaient pas le loyer. Donc, la SDH avait plus de revenus. Et... Ah, ce n'était pas un squat, ils étaient dans des logements. Je ne sais pas précisément. En fait, le problème dans tout le logement social à Grenoble, c'est bourré d'appartements vides, d'appartements mal affectés, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Il y avait même un vice-président de la métropole qui avait son fils dedans, on a tout eu là-dedans. Une fois qu'on a vu ça, il y a des solutions pour des gens comme ça. Et eux, ils essaient de trouver des gens qui payent, quoi. C'est pareil. Donc, ils ont fait le choix, mais c'est leur choix de les sortir. Alors, c'est pas après pour venir nous voir en disant faut trouver des apparts. Ça a été géré particulièrement. Pardon ? C'est pas les mêmes qui viennent nous voir. C'est la métro qui vient de voir, mais c'est la métro. SDH, c'est géré, enfin, je ne sais pas qui est le président ou la femme maintenant, mais c'est quelqu'un de la métropole. Ouais, la métro, c'est pas les mêmes, c'est pas quand même les mêmes entités. Non, mais il y a eu une décision de la SDH et de son CA de sortir ces gens en gros, voilà. Et ensuite il y a une décision de la métropole via son président à l'époque qui a dit moi je les accueille dans. Non, il s'est fait envahir et puis après il n'a pas eu le choix de ne pas les sortir. Enfin, voilà. Il a décidé de ne pas les faire dans l'ordre les choses. Il a décidé de ne pas les sortir. Il a décidé de pas appeler la police pour faire sortir. Il a fait un choix. Pour pas mettre en novembre dehors des gens qui étaient avec des familles. Avec des enfants et tout. Ouais, donc aujourd'hui, c'est un coup pour la métropole, j'imagine. Donc la métropole ne souhaite plus payer, c'est pas de leur responsabilité, puis c'est pas leur compétence. Il y a déjà une partie, c'est pas possible. Il y a une grosse partie des occupants qui ont été relogés, qui ont trouvé des solutions. Là, il en reste une trentaine à peu près, sur lesquels il y a un dispositif qui peut être mis en place avec un toit pour tous. Le dispositif, il a un coût. Et donc, la proposition de la métropole, c'est de dire aux communes, ceux qui ne peuvent pas accueillir, effectivement, j'entends ta remarque et dire, nous, on peut accueillir, mais ça ne leur intéresse pas. Est-ce qu'on fait cette réponse-là
est-ce qu'on peut trouver de quoi financer et l'ordre de grandeur qu'ils ont donné, c'est ça, 50 centimes par habitant. Ça permettrait, grosso modo, sur les communes qui n'ont pas pu accueillir, de financer le dispositif. Après, on donnait une subvention à une époque, on avait une assoce là, au SAP qui accueillait des Casa. Voilà. J'ai sollicité Casa Sapé et pour l'instant, ils ne sont pas assez structurés pour prendre. Et donc, du coup, il y avait cet axe-là qui était quand même développé. Donc, après, on peut exercer quelque chose sur un sujet comme ça. Après, la question de fond, c'est qu'il y a un lien avec le SAP. C'est-à-dire Casa, au moins, c'était on accueillait des gens chez nous, on les faisait bosser, on pouvait trouver des solutions pour eux. Enfin, il y a plein d'histoires. Là, on balance de l'argent à la métropole, je trouve ça n'a aucun intérêt, quoi. Et qui gère en plus son truc comme ils veulent le gérer. Donc, je pense qu'on aurait plus intérêt, si c'est un sujet qui nous tient à cœur, à trouver une solution qui permet d'être actif, quitte à remobiliser Casa, quitte à voir avec peut-être un toit pour tous ou d'autres solutions, mais à trouver des solutions solides, pas juste, bon, encore une fois, on envoie le pognon, on envoie déjà beaucoup de pognon. Nico, est-ce que tu penses qu'il y a des représentants d'un toit pour tous? Parce que j'ai l'impression qu'on manque d'éléments aussi. En fait, là, pour l'instant, le dispositif est en train de se mettre en place et donc il y a eu des premiers éléments là, qui ont été envoyés aux différents maires en disant voilà, on risque de mettre en place ce dispositif. Est-ce que vous seriez prêt à abonder au dispositif? Leur de grandeur, c'est ça. Ils sondent un peu et voir si ça peut être mis en place. Et je ne connais pas, sachant que c'est probablement un accompagnement sur plusieurs années, donc l'idée ce serait 2 ou 3 ans de conventionnement, entre guillemets. Et je ne connais pas en détail c'est quoi le dispositif, comment ils vont être accompagnés, où est-ce qu'ils vont être logés. Enfin, je n'ai pas encore tous ces éléments-là. Des familles encore ou des personnes isolées? Je crois qu'il y a encore un peu des deux. Sachant que Casa, quand j'ai sollicité, effectivement, ils disaient que eux peuvent recevoir que des personnes isolées. Accueillir des familles dans des familles ou pour des gens, c'est vraiment très très lourd. Donc éventuellement, ça pourrait être 1 ou 2 personnes, si Casa reprenait du poil de la bête, entre guillemets, qui pourraient être accueillies dans des familles, mais juste des personnes seules. On ne peut pas provoquer une réunion, un toit pour tous, élus, Casa, et voir comment avancer de manière intelligente. On peut, mais sauf que de ce que j'ai compris de Casa, il faut qu'ils retrouvent des forces en eux pour porter le sujet, en fait, c'est ça. C'est qu'il manque de forces vives pour faire du lien avec des assos d'en bas, trouver des familles, faire la coordination. De 650 €. Oui, à peu près. Ouais. Oui, mais cette année, ça va être un processus qui va se renouveler. Je peux dire que ce serait maximum 3. Ce qui est pas énorme pour notre budget, mais qui n'est pas non plus énorme pour abonder à une problématique aussi complexe et coûteuse, sans doute. S'il s'agit de trouver des logements pour une trentaine de personnes, de familles, c'est 600 balles. C'est vrai qu'on est 1200 habitants sur oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est vrai que le fait de pouvoir rentrer dans une démarche peut-être un peu plus active, même si ça concerne qu'une personne ou 2 personnes, c'est peut-être aussi plus, je sais pas, plus fort, plus impliquant, plus... De faire plutôt ces... je sais pas, oui, que cette subvention. Enfin, je veux dire, c'est un sujet dont il faut... Oui. Je suis d'accord, c'est un peu dépersonnalisant. Utiliser cet argent pour remettre en état le logement d'accueil d'urgence et se dire qu'on remplit une vraie mission d'accueil d'urgence, peut-être pas avec ces personnes-là, mais peut-être avec d'autres, peut-être avec des femmes battues, peut-être avec... Voilà, il y a plein de sujets, il y a plein de misères dans le monde et je pense qu'on peut relocaliser une action sociale qu'on porterait plus nous. Okay. Il y a d'autres personnes qui veulent donner leur point de vue ou... Je passe Grand Saumard juste pour dire qu'on a eu des explications de la métro sur le Grand Saumard. En fait, il faut que le pisteur il soit pisteur alpin et fond pour pouvoir intervenir sur le haut de l'arène. Et aujourd'hui, au niveau du col de Porte, ils disent qu'ils n'ont quasiment aucune assurance de trouver un pisteur ils disent chaque année. Mais chaque année, ils le trouvent. Ben non, ils ne l'avaient pas l'année dernière. Si, ah ben non, ils m'ont dit que non. Si. C'est Christophe Roch qui me l'a dit, donc oui. Okay. Il a menti du coup. Peut-être. Ok. Donc, voilà. Donc du coup, pour eux, c'était ça la difficulté de pouvoir s'engager avec nous, c'est de dire qu'ils ne sont pas sûrs de trouver un pisteur de alpin parce qu'ils n'ont pas eu depuis plusieurs années tout ce qu'ils disent. Reconstruction de la mairie, qu'est-ce qu'on peut vous dire de significatif? Ben là, les façadiers attaquent, voilà. Après,
toutes les questions et remontées qu'on a eues sur les pierres apparentes. Alors, du coup, oui, moi, j'ai pas bien pigé parce que, soi-disant, il doit y avoir un débat, des échanges, mais bon, j'ai reçu par mail le fait que c'était décidé. Par mail de qui? Oui, tout à fait. Ah oui, bonjour, oui, bah, parce qu'on a. Moi, on s'est quitté en réunion urbanisme où tout le monde devait aller voir les pierres un peu partout, on devait réfléchir, regarder, sans trop parler, et puis on a reçu un mail comme quoi. On a au dernier conseil, ceci dit, mais je peux reprendre, hein, effectivement, les explications. Non, mais on a compris les explications, c'est pas ça. Le problème, c'est que moi, j'ai passé un peu de temps à regarder, à faire des photos, et puis après, on reçoit un mec qui dit on s'en fout de ce que vous pensez. Je me m'excuse, j'ai pas écrit ça du tout. Non, mais alors, on est d'accord. Mais c'est le résultat, quand même. Dans les faits, on a été informé comme ça que la décision était prise. Je trouvais ça incorrect. Je le fais savoir, c'est tout. Mais non, mais il y en a qui ont travaillé. Ça, je suis d'accord qu'il y en a qui ont travaillé. Ça veut dire, avant de dire ça, bon, excusez-moi, non, mais le façadier, il faut décider avant ça, je vous laisse 48 heures, on en reparle, on se refait une C'est ce qu'en commission urbanisme, on avait évoqué en disant ceux qui veulent et qui peuvent venir le jeudi matin à la réunion de chantier, venez parce qu'on va avoir besoin de vos conseils pour regarder la façade ensemble, ce que certains ont fait. Et nous ont envoyé des éléments. Après, on a continué le travail. Voilà, j'ai reçu ce mail comme ça. Voilà. Ok, très bien. Ah, désolé, mais. Non, mais voilà, je dis, voilà, faut juste. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je dis juste qu'il faut pas me chanter derrière des chansons incroyables, de transparence, de machin, et dans les faits, vous faites tout le monde, quoi. C'est quand même dommage que les autres personnes qui étaient à la même commission urbanisme sont revenues vers nous en disant tiens, jeudi, on peut pas, on va ailleurs. Je parle pour moi, là. Oui, mais du coup, on n'a rien reçu de toi, donc on considérait que tu n'étais pas intéressé par ce fait. Je sais pas, on avait dit qu'on en reparlait, quoi. Ben, ceux qui voulaient en parler, on en parlait, donc c'est étrange aussi. Donc voilà, il y a eu des problèmes de fourniture des menuiseries, parce qu'en fabrication, ils ont mis le plaquage bois à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc c'est reparti en fabrication, on a perdu 2 semaines là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut redire de plus? Sinon, on avance avec les services pour le choix des sols. On a sollicité tout le monde. Si, on a un problème avec la serrurerie des Buclos. C'était celui qu'on avait pris la pré-reconsultation. C'est impossible à avoir au téléphone. On est passé en agence, l'archi est passé. J'ai laissé plusieurs messages, j'ai laissé des SMS. Le gars ne répond jamais. Là, on commence à être dans la limite où il va nous mettre en retard pour la suite. Et notamment parce qu'une fois que le façadier aura défait son échafaudage, et ben, si on n'a pas les escaliers extérieurs, il va falloir mettre des escaliers intérieurs de chantier pour pouvoir accéder au hangar. Donc ça, je ne sais pas trop comment faire. Si quelqu'un a des contacts à la serrurerie des Buclos, monsieur Léo. C'est Hugues qui en avait. Ouais, bah, je vais peut-être lui demander. Il est insaisissable. Et apparemment, il fonctionne comme ça sur tous ces beaucoup de choses. Sauf que là, il commence à nous mettre en retard. On a la consultation du lot VRD qui est arrivée. Il y a 7 offres. Les archis sont en train de travailler dessus. On a besoin de réunir une CAO. Je vous ai envoyé des éléments. C'est pas possible, non? Est-ce qu'on l'a fait du coup en petit comité? Je ne sais plus qui m'avait répondu. Il pouvait y avoir Florian, moi, Jean-Louis et les services. Est-ce que ça vous va si on fait ça du coup? La commission d'appel d'offres. Parce que si on veut notifier les VRD, il faut qu'ils puissent intervenir en temps et en temps. Mais sur quoi comme montant? Autour de 35-40 000. Oui, donc tu n'as même pas besoin, non? Non, mais on l'a rentré dans le formalisme du marché initial pour ne pas se faire retoquer de saucissonnage. Je pense que ça va être très simple. On va sûrement prendre le moins cher en s'assurant que l'entreprise est viable et tout ça, mais il n'y a pas de. C'est quel lot? Le VRD, voirie et réseau divers. Ça, l'éclairage, du coup, moi, j'étais pas au courant. Et personne m'a fait remonter ça, que l'éclairage ne fonctionnait Je pas. pensais qu'elle avait vu Brigitte. Bah oui, je sais. C'est pas. Mais Moi, j'ai été sursollicité sur ce sujet. Bah, ça fait quand même un paquet de temps. Est-ce que c'est quand il y a eu les travaux sur les éclairages qu'on les a redoublés?
Non, ça a marché. C'est depuis quelques temps, mais aussi bien, c'est juste un truc qui a sauté ou je sais pas quoi. Mais je sais pas, j'ai été très surpris de ta réponse en disant on fait. Non. Toi, tu as répondu en faisant comme c'était d'habitude. Bah oui. Oui. Bah oui, moi, je n'avais même pas constaté. Donc, Mais regarde, retourne-toi. Moi, ça m'a pas frappé. Je me dis, Moi non plus, ouais. parce qu'il y a eu cette réunion sur la trame noire l'autre jour. Donc Bon, je demande au service technique d'aller checker. Après, il y a. C'est vrai que j'ai reçu Vous savez, la dernière fois qu'on l'avait modifié, on éteignait tous les hameaux beaucoup plus tôt. C'est le 21h et on éteint le centre du village, je crois, à 23h. Le dernier arrêté, c'est ça. Voilà. Après, ça peut évoluer, c'est pas une difficulté parce que, ce qu'elle dit, plus on éteint, plus il y a de sécurité. Mais le truc, c'est juste qu'il faut le faire proprement, quoi. Donc, tu prends un arrêté, quoi. Oui, ok, je vais vérifier l'arrêté. Déjà, pour ce qui s'est passé, là. Ok. Cimetière, Ouais, cimetière, parce que moi j'ai eu des remontées sur le cimetière, sur le Je vais vous laisser. Merci. Bonne soirée. Il était pris pour un parking au moment du marché. Donc, effectivement, on m'a envoyé des photos où les camions regardent dedans. On peut plus accéder à l'eau, qu'il est dans un état. Non, mais derrière ou côté église? À côté de l'église. Là. Oui, c'est ça, du côté du monument aux morts, ouais, c'est ça. Ouais, okay. Donc les camions sont carrément rentrés dedans, se sont stationnés, ont empêché d'accéder à l'eau. Voilà, c'était l'image est. C'est pas chouette. Pas chouette et pas très agréable pour les gens qui ont besoin de fréquenter ce lieu. Et oui, il y a beaucoup de remontées sur l'état du cimetière. À première vue, il y a des stèles qui ont été cassées, donc ça, j'imagine que ce sera repris après les travaux, que c'est lié aux travaux. Oui, il y avait des choses qui ont bougé, ouais. Ça a été concilié avec le maître. Globalement, ce serait bien de remettre un petit peu. Okay. On n'a pas pris le temps de remettre en place la commission cimetière, mais c'était quelque chose qu'on s'était dit pour septembre avec Saskia. Oui. Avec ce souci-là. Acquisition dans le marché, effectivement. Pour trouver un autre espace de stationnement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez qu'on voit ensemble? C'est bon, et bien merci beaucoup. Bonsoir. 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 Bonsoir.